Non, protestait Malebranche. Malebranche, c'est un disciple de Descartes de la fin du XVIIe. Donc, théologien, philosophe. Non, protestait-il à ses élèves quand il leur parlait. Je ne vous conduirai pas dans une terre étrangère, mais je vous apprendrai peut-être que vous êtes vous-même étranger dans votre propre pays. Je crois qu'on ne peut pas trouver une meilleure illustration de cette phrase que dans le cours d'aujourd'hui. Je suis aussi modeste que lui. Je vous apprendrai peut-être, je l'espère, que nous sommes, mais complètement étrangers à notre propre pays, non pas la Suisse ni l'Europe, à cette salle, à l'endroit où nous sommes. J'ai une autre phrase d'introduction pour vous mettre un peu en condition. Le philosophe n'est pas celui qui découvre des secrets ignorés de tous, mais celui qui s'extasie devant ce que tout le monde sait. Alors Dieu sait si aujourd'hui, ce que je vais vous dire, vous le savez, et Dieu sait si c'est matière à extase, en tout cas pour moi. Vous voyez les livres qui sont sur ma table, c'est peu de choses par rapport à tout ce qui a été écrit et dit sur le problème de l'espace, sur la physique, si vous voulez, la matière. J'en ai condensé dans ces feuilles, chaque fois que je prendrai une feuille, vous saurez que ça vient d'un de ces livres. Je ne veux pas faire une recension trop précise, mais ce ne sont pas des textes que je me suis permis de faire moi-même. Ils sont tous autorisés vous pourrez les consulter du reste. J'en donnerai quelques titres pour vous montrer de quoi il s'agit. Comment entrer dans ce problème de l'espace? Tout le monde sait ce que c'est que l'espace. C'est les dimensions dans lesquelles on est, dans lesquelles on évolue. Eh bien, moi, je crois que je prendrai une introduction que j'ai utilisée moi-même. C'est le spectacle de la pleine lune. Je vais vous parler un petit peu de la lune, pour vous désorienter. Ce que tout le monde, le philosophe n'est pas celui qui découvre des secrets ignorés de tous. On n'ira pas regarder du côté de la face ignorée de la lune, mais celui qui s'extasie devant tout ce que tout le monde sait. Et moi, je m'extasie devant la lune. C'est un sujet d'insondable méditation. Pourquoi? D'abord, il y a le côté un peu romantique, évidemment. Je la regarde quand elle est pleine et je la salue. J'ai pour elle une particulière affection parce que je trouve, c'est tellement banal, on dit con comme la lune quand on veut dire que quelqu'un est particulièrement débile, mais je trouve que c'est une insulte à la lune parce que je me dis, mais admettons qu'elle ne soit plus là, on s'en passerait bien sûr, mais cette espèce de présence, ce réverbère, c'est le seul vrai réverbère. Nos réverbères ne sont pas des réverbères, ce sont des lampes, tandis qu'ils nous donnent quand même un petit écho de la lumière qui nous a quittés pendant la journée. Et puis c'est ce génie de le faire avec une sorte de programmation, c'est-à-dire que c'est pas bêtement que ça s'allume comme les lumières d'une ville, sitôt que la lumière baisse, il y a tout un rythme, il y a toute une certaine fantaisie, une liturgie. Mais c'est pas tellement ça. Bien sûr, ça on pourrait développer, je vous laisse à vos lectures romantiques habituelles. Mais ce qui me paraît alors beaucoup plus mystérieux pour moi, c'est de savoir ce qui la retient dans son orbite. Il y a des années que je me pose cette question, je crois que j'étais encore au collège, lorsque je me suis demandé, mais finalement, elle est en train, c'est un morceau d'une certaine importance, hein, c'est 7 fois moins lourd que la Terre, mais c'est quand même, disons, un sacré bloc. Qu'est-ce qui la retient à tourner autour de nous depuis des millénaires, et pour des millénaires, sans dévier de sa course? Tout le monde vous dira, alors ça, on sait au moins ce que c'est la force de la gravitation. C'est une force attractive qui fait que les corps dans l'espace, c'est une loi universelle découverte par Newton, qui fait que les corps agissent les uns pour les autres. D'abord le Soleil sur la Terre et sur toutes les planètes, et notre modeste Terre qui se paye une toute petite planète, elle n'est pas le seul, mais qui s'en paye un tout petit peu système planétaire avec sa Lune. Mais attention, cette force de gravité que nous calculons, on la calcule à la virgule près, c'est une chose, alors vraiment, c'est admirable parce que ça joue d'une manière parfaite, on peut prévoir et tout ce qu'on voudrait. Mais je ne demande pas ça, je ne demande pas de la calculer, je demande, mais qu'est-ce que c'est? C'est fait de quelle force? Il ne faut pas me donner un mot, il ne faut pas me dire c'est la gravité, parce que c'est du nominalisme. En philosophie, on appelle nominalisme le fait de mettre un mot à la place d'une idée, d'une réalité.
J'ai bien compris que ça s'appelait la gravité et puis qu'on fait la calculer, mais j'aimerais savoir si entre la Terre et la Lune, il y a quelque chose qu'on pourrait sectionner. Est-ce qu'on pourrait au moins imaginer théoriquement? Je m'explique. On sait maintenant théoriquement que la matière que nous avons autour de nous, elle pourrait avoir, au moins théoriquement, peut-être même dans l'univers elle existe, une antimatière, c'est-à-dire où ce qui est positif serait négatif, ce qui est négatif serait positif. Si bien que si cette matière et cette antimatière pure et sans le feu au CERN se rencontraient, ne serait-ce qu'un électron et un positron, ils s'annulent. C'est-à-dire, on verra tout à l'heure, comme deux vagues, c'est-à-dire il y a une décharge d'énergie, mais ils s'annulent. C'est zéro. 1 plus 1 égale 0. J'aimerais savoir s'il existe quelque chose qu'on pourrait au moins théoriquement imaginer et annuler. Imaginez qu'on puisse l'annuler, cette force, puisqu'il existe cette force, puisqu'on peut l'annuler dans l'atome en le désintégrant. Alors, est-ce qu'on pourrait au moins théoriquement se dire, eh bien, on pourrait trouver, ce serait extraordinaire, parce qu'à la place de mettre des tonnes pour envoyer des fusées dans l'espace, on mettrait sur une sorte de champ magnétique à l'envers, on pèserait sur un bouton, et puis cette fusée ficherait le camp, on ne la verrait même pas partir, tellement elle serait emportée par la force centrifuge. Elle nous quitterait alors sans l'ombre d'une force dynamique. Je vais vous expliquer ça, parce que vous verrez la solution curieuse à laquelle on sera amené. Il faut poser le problème bien, après la solution elle vient plus facilement. Quand un gamin s'amuse à faire une fronde, pas une fronde avec un élastique et puis deux branches, la fronde de David, si vous voulez, la vieille fronde, la fronde qui a tué Goliath. Vous savez de quoi c'était fait? C'était une lanière en cuivre, ou en cuir plutôt, avec un caillou. Une des branches de la lanière était tenue, fixée à la main, et l'autre était, alors tenue, l'une était fixée et l'autre était mobile, vous pouvez la lâcher. Alors vous faites tourner ça à toute vitesse, vous lâchez une des lanières, et puis le caillou, évidemment, entraîné par la force centrifuge, va très loin, hein, on peut faire ça. Alors, je me dis, ça doit être la même chose pour la Lune, c'est-à-dire, il y a une force qui fait qu'elle est retenue dans l'orbite de la Terre. Si elle allait un peu plus vite, elle ficherait le camp, si elle allait un peu moins vite, elle nous tomberait dessus. Alors, il y a un subtil équilibre entre cette force qui la retient, comme mon caillou tout à l'heure, quand on le gicle avec cette lanière et puis qu'on lâche un des deux montants. Alors, c'est une mécanique assez remarquable. Seulement, je le comprends bien avec la lanière, c'est la viscosité, c'est-à-dire la résistance de la matière qui fait que le caillou est retenu captif. Je vois bien ce qui le retient. Mais entre la Terre et la Lune, c'est quoi qui retient la Lune? Force de la gravité, mais ça ne me suffit pas, c'est un mot. Ce n'est pas parce qu'on l'a calculée qu'on l'a comprise. Longtemps, on a pensé, pour expliquer ça, qu'il y avait une viscosité, c'est-à-dire une corde, si vous voulez. De toute façon, on en reparle des cordes actuellement, en physique nucléaire. Mais quelque chose d'un peu solide. Et on a pensé qu'il y avait de l'éther. Il devait y avoir encore. C'est un peu subtil, bien sûr, l'éther, mais ça semblait insoluble que la Lune puisse continuer tourner autour de la Terre s'il n'y a pas quelque chose, mais de physique, qui la retient. Il a fallu attendre le début de ce siècle pour qu'un génie, que vous connaissez au moins de nom, qui s'appelle Einstein, nous donne la solution. Elle est ahurissante. Ça nous donne déjà une première approche de l'espace qui est assez déstabilisante. Il a pensé tout simplement, et ça s'est vérifié, que la Lune, elle va tout droit, mais elle est dans un espace courbe, c'est-à-dire c'est l'espace qui est courbe. Essayons de réfléchir, parce que ça c'est difficile à imaginer, hein, parce que quand on regarde la Lune, on a bien l'impression qu'on la voit en ligne droite, et puis quand on y va aussi. Alors, voici ce que je crois pouvoir, disons, vulgariser, c'est-à-dire sans faire une représentation. Évidemment, on pourrait partir dans les mathématiques, j'en serais bien incapable, j'aurais du mal à vous entraîner puisque je ne serais pas moi-même très compétent. Dans tous les livres qui sont ici, il y a deux explications. Une, très technique, ils le disent du reste, la plupart disent on essaiera de faire le plus léger possible, mais ils utilisent aussi, et légitimement, des comparaisons, des symboles, et c'est beaucoup plus abordable. C'est moins précis, c'est vrai, mais ça donne une première
explication qui est déjà assez précieuse. Bien sûr, après, elle peut être complétée par la mathématique. Alors, je vous propose une explication. On le verra, du reste, tout à l'heure, beaucoup mieux. Il semble que la matière, dans ses derniers constituants, lorsqu'on regarde, mais finalement, elle est faite de quoi? On pourrait dire, l'expression est de moi, hein. Il y en a d'autres qui ne sont pas de moi, à mes risques et périls, mais vous verrez qu'on peut l'imaginer. Je considère que les particules élémentaires, on pourrait les imaginer comme étant une plissure d'espace. C'est-à-dire, il y a des régions dans l'infiniment petit, où l'espace, le même qu'ici, celui qui me permet de bouger, il y a une contraction dans l'espace-temps. On n'a pas le même espace, il est contracté et le temps n'est pas le même. On le vérifiera ça tout à l'heure. Il n'y a que l'expression qui est de moi. Peut-être que je trouve, mais enfin je ne l'ai encore pas trop, peut-être que j'enfonce une porte déjà ouverte, mais peu importe, l'essentiel c'est que vous compreniez. On pourrait comprendre donc qu'il y aurait des plissures à l'endroit, à l'envers, positif, négatif. Je me rappelle quand j'étais gosse, on nous apprenait à tricoter, du moins on essayait de nous apprendre à tricoter, et ça m'a toujours frappé, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Cette expression m'est restée. J'étais très malhabile à tricoter, du reste j'avais des sœurs qui s'en chargeaient mieux que moi, puisque j'avais 4 sœurs et nous étions 4 garçons, tricote et parle. Mais je me rappelle de cette expression, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On pourrait reprendre, l'espace serait des mailles à l'endroit, mailles à l'envers. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours que 2 pôles, positif, négatif, le yin, le yang, le positif et le négatif? Parce qu'il y a 2 plissures. Et quand elles sont de signe inverse, elles s'attirent. Quand elles sont de même signe, elles se repoussent. Alors maintenant, essayons de pousser un peu plus loin. Si la matière, dans ce qu'elle a de plus intime, ce sont des plissures d'espace, des mailles d'espace, alors on pourrait dire que la matière constituée, alors cette fois-ci, cette craie, vous, moi, c'est un tricot d'espace. L'image est un peu grosse, mais vous allez voir qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que finalement, le monde que nous voyons, si énorme qu'il soit, il a été tricoté maille après maille. Ils ont pris le temps, bien sûr, avec les milliards d'années qu'il fallait, maille à l'endroit, maille à l'envers. Mais le résultat, c'est qu'alors, la Terre, qui est un véritable tricot d'espace, ça rejoint cette idée, c'est que la Terre pourrait rencontrer son antiterre, donc antimatière, et disparaître, c'est-à-dire disparaître, ne plus exister exactement comme 2 vagues de signes négatifs s'annulent. Hein. Théoriquement, c'est vrai, si un jour on rencontre, ce ne sera pas dans notre expérience, mais on pourrait, théoriquement ça joue, on pourrait. Alors, puisque la Terre est un tricot, c'est vraiment le tricot. Je suis toujours frappé de voir que quand on a tricoté un pullover, surtout avec beaucoup de torsades, avec beaucoup de dessins, pas trop, Dieu sait si le monde il est varié, il y a des plantes et tout ça, mais bon, c'est un tricot dans lequel il y a beaucoup de fignalements, mais n'empêche qu'il est fait d'un fil, on pourrait tirer le fil. C'est quand même admirable qu'on a fait ça en maillant un fil, finalement. Et puis j'ai reçu un jour un tricot où il y avait des torsades. J'admirais ce qu'on est arrivé avec un fil. Alors, en tirant le fil, donc on pourrait imaginer qu'on pourrait rendre la Terre à l'espace, c'est-à-dire détricoter ces espèces de mailles et qui ferait qu'il n'existerait plus rien, comme au départ il n'y avait rien. Mais alors dans ce cas-là, il faut avouer que l'espace, il est autour de la Terre, il est complètement maillé, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que ce tricot, il a pris de l'espace de plus en plus, bien sûr, pour faire cette masse qui, alors évidemment, dans son environnement, pas trop loin, mais dans une espèce d'espace, il est courbe, c'est-à-dire il est la somme de toutes ces courbures d'espace. Je m'autorise de cette image parce que quand je lis ceci, entre 2 objets massifs, il existe une force dite de gravitation, inversement proportionnelle au carré de leur distance. Bon, c'est Newton, ça on sait. Voilà. Alors tout le monde est content, on dit on sait ce que c'est la gravitation. Mais j'aimerais bien savoir ce que c'est la gravitation. Alors, voici une réponse à partir d'Einstein, donc. C'est lui qui a eu cette idée. Partout où il y a un corps massif, voilà un, c'est la Terre, l'espace alentour est courbe. Et le degré de courbure, c'est-à-dire le degré auquel la géométrie s'écarte de celle d'Euclide. Euclide, c'est la géométrie
qu'on utilise d'habitude. C'est le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la ligne droite, c'est le plan. Dans notre vie, dans notre environnement immédiat, c'est Euclide, hein, parce que pour nous, considérer un espace courbe, c'est très difficile. Je répète, le degré auquel la géométrie s'écarte de celle d'Euclide dépend de la masse de l'objet. Ce rapport est appelé champ d'équation d'Einstein. Alors, je m'explique déjà un peu mieux. Je me dis, cet espace que, un peu par paresse d'esprit, et je le comprends parce que ça ne se voit pas, est conçu comme une espèce d'immense cadre dans lequel il y aurait des objets, mais alors il est très difficile de savoir pourquoi ils s'attirent. On a beau nommer ça la gravitation, l'électromagnétisme, je dis, j'aimerais savoir, mais quoi est la gravitation? Si je pouvais me la figurer, dans le vide, il n'y a rien. Par contre, j'accepte déjà un peu mieux, bien que ce soit difficile à imaginer, qu'autour de la Terre, comme autour du Soleil, on a une sorte de courbure d'espace qui fait que la Terre, elle est un peu comme si on mettait un ballon d'acier sur un édredon. Il le creuse, mais il le creuse jusqu'à un bord, et la Lune, elle tourne sur ce bord de cette cuvette, si vous voulez. Et c'est vrai que si elle allait un peu plus vite, elle tomberait, elle irait en dehors de l'espace courbe, donc elle nous quitterait, et si elle allait un peu moins vite, elle tomberait dans le creux et nous tomberait dessus. Cette image, il faudrait que je retrouve le nom, peut-être qu'on pourra me le donner une fois après le cours, mais il existe un moule de gâteaux suisse-allemand avec lequel on peut faire des gâteaux qui ont un trou au milieu. Quand il est fait, le gâteau, il a un trou, puis après il fait comme ça. Eh bien, je me rappelle, je n'ai pas retrouvé, mais ça existe dans le livre, si quelqu'un veut chercher. Après, il doit exister cette image. Je me rappelle l'avoir lu. Je ne sais pas si c'est d'Einstein, qui lui était allemand, devait connaître ces moules à gâteaux. Mais c'est exactement la forme. De l'espace autour de la Terre, il est totalement courbe parce que la Terre est faite de courbures microscopiques, évidemment, de courbures d'espace. Bien. Ça nous donne déjà une première approche un peu mystérieuse de l'espace. Mais je vais aller un tout petit peu plus loin, parce que ce que je dis là est encore finalement assez banal. Ce qui va suivre le sera moins. Deuxième problème que je me suis posé à propos de la Lune, quand je la contemple, quand je la regarde dans sa splendeur de pleine Lune, je me dis d'abord, évidemment, quelle est la force qui la retient, bien sûr, mais je me dis, j'aimerais bien savoir aussi comment ça se fait qu'on ait pu envoyer et recevoir des messages lorsque des hommes ont campé sur ce satellite. On répondra de nouveau d'une manière très simple et peut-être un peu simpliste, bien parce qu'il y avait des ondes, c'était des ondes de radio, des ondes qu'on connaît, que tout le monde est familiarisé avec les ondes, et qu'elles faisaient un certain temps, du reste très court. Pour la Lune, pour le Soleil, ça ferait 8 minutes. Mais là, c'était assez... Il y avait quand même un tout petit temps de réponse avant qu'ils ne répondent, parce que les ondes se répandaient dans l'espace et puis nous revenaient. Là aussi, ça ne me plaît pas beaucoup comme explication, parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'une onde qui n'a pas de support. Je m'imagine très bien une onde quand il y a de l'eau, parce que l'onde, c'est un mot qui veut désigner le mouvement de quelque chose. Alors, l'onde, c'est le mouvement de l'eau, si bien que l'eau, en fait, ce n'est pas l'eau qui se propage, du reste, l'eau, elle reste sur place, mais elle est agitée et on voit un mouvement qui avance ou qui recule. Je m'explique très bien le son. Le son, c'est un mouvement de l'air. L'air vibre, on n'en est pas toujours conscient, mais des fois, quand même, on voit les vitres qui vibrent. Et puis, dans le vide absolu, le son ne passe pas, absolument pas. C'est le blackout. Mais j'aimerais bien savoir, alors, ce que c'est qu'une onde quand il n'y a rien. Parce qu'alors, on sait une chose, c'est qu'entre la Terre et la Lune, il n'y a rien. C'est le vide. Attention, ce vide, vous allez voir, il va être plein tout à l'heure. Enfin, n'anticipons pas. Physiquement, c'est le vide, c'est-à-dire c'est du pur espace. Comment comprendre que ce vide absolu va vibrer? Parce que, ou bien alors on se paye de mots, ou bien alors on dit des choses vraies. On envoie quoi dans l'espace? Ce n'est pas des photons. Hein. Encore si c'était des photons, ça irait encore à peu près. Parce que photons, ça peut avoir une expression particule, ça peut être une particule.
Alors là aussi, jusqu'à bien après encore Einstein, on a pensé qu'il devait y avoir quelque chose, l'éther. Mais jusqu'au début du siècle, on parlait de l'éther, en disant c'est pas possible. On ne savait pas que les ondes s'y propageraient, mais c'était pour d'autres raisons. Alors tant qu'on avait un élément qui pouvait vibrer, on était satisfait, on disait bon, c'est des ondes qui agitent quelque chose. Mais quand on s'est rendu compte que ces ondes n'agitaient rien, on a commencé à se poser de terribles questions. Alors j'aimerais vous montrer qu'on va entrer dans un domaine extrêmement curieux avec cette histoire. Parce que si on réfléchit bien, dans notre expérience, dans tout ce que nous pouvons imaginer, il est aussi inconcevable d'imaginer une onde de rien, si on comprend bien que non. Il faut se débarrasser de l'image, parce que l'image, elle va très bien, on voit très bien. C'est un mouvement. Mais un mouvement de quoi? Alors de rien. Eh bien, il est aussi difficile de se représenter une onde de rien que de se représenter un chiffre de rien. Dans la nature, il n'y a pas 2, 4, 8, 9. Il y aura toujours une pomme ou un grain de sable ou n'importe quoi. Dans la nature, dans la réalité, parce que maintenant il faut être réaliste, il faut se cramponner aux tables, parce qu'on va partir dans une drôle de dimension. Il ne faut pas se payer de mots. De même que personne ne pourra jamais imaginer qu'il pourrait un jour y avoir des 2 dans la réalité, ou des 8, ou des racines carrées de 12, si c'est pas concevable. De même, on ne peut pas imaginer une onde de rien. Et pourtant, les faits sont là. Les ondes passent entre la Terre et la Lune. Donc, ce sont des ondes abstraites. Alors, on va mettre le mot au tableau noir. Ce sont des ondes abstraites. Pourquoi? De même que 2 n'existent qu'en fonction d'une opération de l'esprit qui, à partir de 2 pommes, de 2 hommes, de 2 mains, de tout ce qu'on voudrait, a abstrait. Vous savez ce que abstrait veut dire? Ab, séparé, et puis traeré, qui a donné traire une vache. Puis il y a le S pour faire la liaison. Donc abstrait veut dire une opération de l'esprit qui laisse de côté l'élément matériel, par exemple, les pommes en l'occurrence, pour n'avoir plus que le 2, et puis n'importe quoi. La nature humaine, à partir de Pierre, Jacques et Jean, on abstrait comme un dénominateur qu'on appelle la nature humaine, qui se retrouve en chacun, mais avec des conditions individuelles. Alors ça, c'est une opération de l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut faire, il fait abstraction, il laisse de côté un aspect matériel, peu déterminant si vous voulez, pour ne garder que le formel, c'est-à-dire le spécifique. Abstrait, c'est contraire du mot concret. Le mot concret veut dire que, alors cette fois-ci, ça existe hors de l'esprit. Mais attention, l'abstrait ne peut être qu'une opération de l'esprit. Et concret veut dire en dehors de l'esprit. Les élèves, peut-être vous moins, mais ils sont toujours étonnés quand on leur dit que Dieu est un être concret. Alors ils se disent non, sûrement pas, parce qu'ils confondent concret avec matériel. Mais non, concret veut dire une réalité qui peut exister sans l'opération de mon esprit. Tandis qu'abstrait, c'est ce que j'ai dans la tête, c'est l'opération de l'esprit. Évidemment, il faudra toujours corriger. Avant, on savait que Dieu était un être concret, parce qu'on savait faire la distinction entre le concret matériel ou le concret spirituel, c'est-à-dire une réalité substantielle. Il faudrait dire substantielle, si vous voulez. Ça irait mieux. Alors, revenons à nos ondes. Ce sont des ondes abstraites. L'opération de l'esprit. Mais de quel esprit? Évidemment, c'est l'opération d'un esprit. Mais évidemment, puisque ça n'est pas matériel. Alors là, on sent qu'on est déjà sur la pente glissante. C'est-à-dire, s'il faut commencer à introduire dans la physique la plus matérielle de nos sciences, une notion aussi, si vous permettez l'expression, mais vous me la pardonnerez, aussi emmerdante que esprit, c'est comme si vous donniez aux physiciens à manger du caca. Je suis un peu grossier, mais c'est pour vous dire, je vais vous lire des phrases, vous verrez qu'ils ne sont pas loin de ma scatologie, parce que ça leur répugne. Ils n'aiment pas du tout ça. Qu'en psychologie, en spiritualité, en théologie, tant que vous voulez, mais eux, devoir introduire dans la réalité la plus concrète, eux qui sont des matérialistes par profession, peut-être qu'ils vont à la messe le dimanche en tant qu'hommes, mais dans leur profession, vous imaginez s'ils aiment introduire l'esprit. C'est la raison pour laquelle on trouve des phrases que je trouve très amusantes.
Werner Heisenberg, dont on reparlera, c'est celui qui a découvert le principe d'indétermination. Il disait, à propos d'un de ses confrères qui commençait lui aussi à introduire cette notion bizarroïde, plus je considère la partie physique de la théorie de Schrödinger, celui qui a calculé les équations dont on parlera bientôt, plus elle m'apparaît répugnante. C'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de vous donner quelque chose d'un peu répugnant à vous mettre sous la dent, puisque c'est lui qui l'emploie. Et Erwin Schrödinger n'en est pas non plus en reste. La lecture des écrits de Heisenberg, ces deux physiciens de l'école de Copenhague, m'a rebuté, sinon dégoûté. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion d'esprit. On n'aime pas, on aimerait rester en pur mécanicisme. On aimerait pouvoir expliquer ça comme une parfaite mécano, même s'il s'agit de petites molécules, de petits trucs, mais pas l'esprit, pour l'amour du ciel. Et pourtant, vous savez pourquoi, je vais quand même vite vous le dire, vous savez pourquoi la physique nucléaire, la physique des particules, a été si longue à mettre sur pied. Il n'y a que 10 ans qu'on en a, semble-t-il, il y a 10 ans, c'est pas long, 10 ans, c'était en 82. On a commencé à se poser ces questions. Il y a une expérience dont je vous parlerai, les femmes de Jung, qui datent de 2 siècles bientôt, 1802 ou 1803. Et il n'y a rien à faire, on ne pouvait pas l'expliquer, parce qu'il y avait un élément, un paramètre qui nous manquait. Maintenant, on a osé. Vous savez pourquoi il a fallu si longtemps ? Parce que, non seulement on avait de la répugnance à introduire cette notion d'esprit, mais parce que Einstein, lui, il avait fait le saut suivant, esprit c'était Dieu. Alors si c'est déjà du caca d'introduire l'esprit dans la matière, alors Dieu, alors ça devient, c'est le diable dans le bénitier, ça c'est plus possible du tout. Et on peut s'en passer, rassurez-vous. Vous verrez qu'avec un maître merveilleux qui s'appelle Aristote avait déjà tout compris, si quelque chose puisse paraître 4 siècles avant Jésus-Christ, il n'y a pas besoin de Dieu. Mais quand Einstein dit la mécanique quantique, il refusera ça. Ça, c'est la mécanique quantique. Nous apporte beaucoup de choses, mais elle nous approche à peine du secret du vieux. Du vieux, c'est Dieu. Et il dit Dieu ne joue pas au hasard. Alors, je récapitule. Pour le moment, je n'ai rien montré du tout. J'ai simplement dit les ondes qui semblent se propager lorsqu'on parle aux gens qui sont sur la Lune, semblent être des ondes abstraites parce qu'elles n'ont pas de support matériel. Alors ça, c'est l'évidence même. Il n'y a pas quelque chose qui vibre, il n'y a rien. Mais elles y vont quand même. Alors, vous permettez, je crois que je ne fais pas offense à la réalité en disant, elle me semble abstraite, c'est-à-dire on laisse de côté le support. Comme si je disais, il y a des 2 quelque part. Vous direz, non, ça c'est l'œuvre de l'esprit. 2, racine carrée de 4. Mais c'est tellement gênant qu'il n'y a que 10 ans, des plus récents de ces travaux, c'est la raison pour laquelle ils portent des titres très étranges. Le Cantique des Quantiques, c'est joli comme titre du reste. Le Cantique des Quantiques, c'est un livre de la Bible, mais rassurez-vous, ce n'est pas écrit par des théologiens, c'est 2 physiciens. Alors ils ont fait ce jeu de mots. Les quantiques, les quantas, on va y arriver du reste, c'est la clé de la physique. Alors le Cantique des Quantiques, mais en dessous, le monde existe-t-il? Pour finir, on se dira, on a l'impression qu'il n'existe pas, mais je vais vous lire quelques titres, je ne veux pas les prendre les uns après les autres, mais j'ai ici un livre qui s'appelle « Cette étrange matière » de Alfred Kastler, qui est un prix Nobel, il est mort il y a 2 ans. Un autre livre, « Nécessité de l'étrange ». Et quand on dit étrange, je vous assure qu'on ne se paye pas de mots, vous allez voir que c'est très étrange. Un autre livre de Georges Loca, ils sont plusieurs, sont 5, L'objet quantique, est en sous-titre Comment l'esprit vient aux atomes. C'est pas moi, c'est eux. C'est un consortium de physiciens, voilà. Non, c'est pas celui-là, enfin, il est là. Vous pouvez aller consulter. Comment l'esprit vient aux atomes. Je l'ai introduit, mais on va le prouver. Ensuite, la physique moderne et les pouvoirs de l'esprit, de Olivier Costa de Beauregard, qui est un grand physicien, du reste actuel, dans Science et Conscience. Ensuite, de Roussel, Targ et Puthoff, ils ont des noms à coucher dehors, aux confins de l'esprit, c'est des physiciens. À la recherche du réel, de Bernard d'Espagna. Le Tao de la physique, c'est extraordinaire, le Tao de la physique. Vous savez ce que c'est que le Tao? C'est l'Évangile, c'est un livre de sagesse du bouddhisme.
Et il découvre le Tao dans la matière, c'est-à-dire de la physique des particules. Et ainsi de suite. Donc, les titres déjà sont révélateurs. Alors, je vous propose, pour cette première approche, de poser le problème cette fois-ci à partir d'expérience, c'est-à-dire, pour le moment, je n'ai rien prouvé, on n'a pas démontré. On est à la croisée des chemins, on se dit, est-ce qu'on va accepter d'introduire, est-ce qu'on sera forcé, ou bien est-ce qu'on pourra l'éviter, d'introduire un paramètre totalement irrationnel dans la physique, là où on s'entendrait le moins à le trouver. Alors, je vais vous le montrer de la manière suivante. Je vais vous prendre 2-3 expériences qui ont été faites et qui témoignent de curiosité pour le moins bizarre, cette étrange matière. D'abord, je vais vous en faire ce que préconisent du reste certains de ces physiciens, une analogie, c'est-à-dire une image, à travers une image, comme je l'ai fait tout à l'heure avec ma symbolique. Mais celle-là, elle est beaucoup plus précise et elle est préconisée par plusieurs d'entre eux. Je pense qu'ils s'impressionnent un peu les uns les autres. Ils prennent l'image pour comprendre maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, à partir de maintenant, on n'est plus dans la Lune, cette fois-ci on est sur la Terre, on va essayer de comprendre pourquoi la Lune tourne autour de la Terre, parce que la Terre est un tissu d'espace, est un tricot d'espace. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une maille? Qu'est-ce que c'est qu'une de ces mailles d'espace? En d'autres termes, il y en a 4 de mailles. Il n'y en a que 2 champs, donc positif, négatif. Mais il y a le proton, il y a le neutron, l'électron, et puis le photon. Il y en a des centaines d'autres. Mais généralement, jusqu'à présent, jusqu'à une dizaine d'années, on considérait que c'était les briques de l'univers, si vous voulez. Ça, les deux, c'est le noyau. Ça, c'est un électron, c'est une sorte de petite lune qui tourne autour du noyau. Et puis ça, c'est la lumière. Mais il y en a toute quantité d'autres qui font les liaisons, les mésons, les gluons et tout ce qu'on voudra. Mais peu importe. Jusqu'à présent, on a toujours, encore maintenant, je ne veux pas dire que c'est les briques de l'univers, parce qu'on verra que ce n'est pas vrai du tout. Mais je dirais que ce sont les constituants. Ça, je crois que je peux dire, les constituants de l'univers matériel. Alors, on les appellera les quantons. Les quantons, ça vient du mot quanta. C'est une découverte de Heisenberg, justement, que la matière, dans sa dernière expression, elle est discontinue. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout un fluide, quelque chose qui coule. On a la matière que par paquet, si vous voulez. D'où le mot quanta en latin, qui veut dire, qui a donné le mot quantité, si vous voulez. Même la lumière n'est pas, elle est discontinue. La lumière m'arrive par petits paquets, mais évidemment invisible. On dit aussi les hadrons, mais laissons. Quand je dirai les quantons, vous saurez que c'est ces 4 principes de la matière. Alors, les 4 se comportent de la matière dont je vais donner l'illustration imagée, qu'on propose habituellement, que plusieurs proposent. Imaginons une mare, un étang, dans lequel se trouve une eau trouble. On ne voit pas dedans. On ne sait pas ce qui s'y passe. Arrive un pêcheur qui va planter sa ligne dans la mare. D'après la physique classique, donc la physique classique, quand ça aura mordu, c'est-à-dire que quand il aura attrapé un poisson, il le sortira de la mare et puis il contemplera sa prise, tout en doutant pas un seul instant que ce poisson, avant qu'il n'y plante sa perche et sa ligne, il était en train de nager dans l'eau. Ce n'est pas parce qu'il ne le voyait pas qu'il n'y était pas. Quel est le pêcheur qui penserait qu'il n'y avait pas de poisson avant? C'est idiot. Hein? Alors, la physique, jusqu'à 1927, disons, jusqu'au début marchait sur ce modèle. C'est-à-dire, on disait, les quantons sont des petites unités de matière
On cherchait même à les diviser, parce qu'on est arrivé au quark, mais ça ne fait rien que ce soit subdivisé. N'empêche que ce sont les petits éléments et qu'on les ait détectés ou pas, avant qu'on les détecte, ben ils existent, ils sont là présents. Dans la physique quantique, cette fois-ci, la nouvelle, l'ancienne c'est fini, il n'y a plus personne qui imagine que les éléments sont des petits grains de matière. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Avant que le pêcheur ne plante sa ligne, les quantons, un quanton, il est comme un poisson soluble. L'expression est de André Breton, mais il ne l'employait pas pour ça. Mais le poisson, il est dilué, c'est-à-dire, je ne peux pas le dessiner, mais il est partout présent, il est fondu dans la mare, avec un peu plus de présence à un endroit qu'à un autre. Mais c'est tout, si vous voulez. Mais ce n'est pas la tête ou la queue, c'est il y a un peu plus de probabilité de sa présence. Non, pas avant que je le prenne, mais quand je le prendrai, il y aura un peu plus de possibilité de le prendre ici ou là. Mais pour le moment, il est absolument dilué. Il est dilué, soluble, il prend tout l'espace de la mare. Le pêcheur arrive, il plante sa ligne, et au moment où ça mord, le poisson se contracte et il apparaît ponctuel, précis. C'est ce qu'on appelle la réduction de la fonction d'onde. Il se matérialise, presque on pourrait dire. On verra tout à l'heure comment il faut l'exprimer. Et le pêcheur peut le sortir de l'eau. Mais attention, il y a deux variantes maintenant. Là, tout le monde est d'accord. Mais il y a une filière dont certains physiciens sont les témoins qui disent, c'est la filière ce qu'on appelle les matérialistes, non pas au sens péjoratif, qui disent c'est l'instrument de détection qui agit sur le quanton et qui lui donne cette expression spatio-temporelle, donc qui le rend à l'état ponctuel, qui le concrétise. Donc, c'est l'instrument de mesure. Quand nous mesurons une chose, par exemple, quand je regarde ces lampes, je n'interviens pas sur elles. Mais quand il s'agit de choses aussi minuscules, l'instrument de mesure agit sur l'objet. On n'aimerait mieux pas, pour rester objectif, mais là, l'instrument, il interagit avec l'objet. Un thermomètre ne change pas, à la limite, oui, on pourrait dire qu'un thermomètre, il change un peu la température, puisqu'en fait, la température va chauffer le thermomètre, mais c'est tellement négligeable. Mais on voit déjà que, si on voulait être tout à fait rigoureux, le fait que la température ambiante a dû chauffer le thermomètre pour lui faire indiquer la température, il y a eu une interaction. Alors, certains physiciens pensent que le passage du poisson soluble au poisson concret, alors poisson comme on les connaît, vient au moment où la ligne, c'est-à-dire l'instrument de mesure, le contacte et le contracte. Interaction. Mais il y a une autre filière qui dit mais pas du tout. C'est au moment où l'esprit en prend connaissance. Voilà de nouveau l'esprit. C'est-à-dire, c'est la connaissance que nous avons. C'est-à-dire, c'est pas là que le poisson se concrétise. C'est quand je le vois, ici. Pas avant. Bizarre, bizarre. C'est ma connaissance, la connaissance que j'en prends, qui fait que les quantons sont corpusculaires et non plus ondulatoires. Alors, je vais maintenant vous montrer ces deux états du poisson, si vous voulez, mais on ne parlera plus de poisson, on parlera de ces bizarres éléments, qui ont deux expressions. C'est en 1923 qu'un grand savant français, du reste, qui s'appelle Louis de Broglie, je vous l'écris parce que vous le savez, mais ça s'écrit Broglie. Louis de Broglie, qui est je pense qu'il est mort maintenant, en 1923, a proposé, ça a été une révolution, de toute façon là, on s'est moqué de lui de manière absolument, on s'est gaussé. Et puis maintenant, évidemment, tout le monde est obligé d'en convenir, que les quantons
avaient deux expressions. Ils étaient corpusculaires, je dirais plutôt, oui, lui disait encore corpusculaire, aujourd'hui un peu plus, mais il disait corpusculaire et ondulatoire. C'est-à-dire la même réalité pouvait avoir deux modes d'expression totalement différents. Et pour nous, c'est contradictoire. Alors vraiment, rappelez-vous ce que je viens de dire sur les ondes, hein. Eh bien, on va voir ça. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, je m'excuse un tout petit peu, ça paraîtra un peu élémentaire, hein. D'abord, ça fera un peu de récréation dans vos esprits, parce qu'il ne faut pas... Mais tout à l'heure, quand il faudra en faire l'application, ça vous paraîtra tellement incroyable que vous aurez l'impression que ce qu'on a mis là, ce n'était pas juste. Tellement c'est difficile à admettre. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là? Des choses que tout le monde connaît. Et alors ça, on ne peut pas récuser. C'est vraiment ce qui existe dans la nature. On va faire la différence entre les ondes, une onde, et les corpuscules. Alors, prenons un exemple très simple. Prenons un fusil avec un tireur qui va lâcher une balle. Donc, j'ai un petit objet, il pourrait même être un fusil mitrailleur, il y en aurait plusieurs qui se suivraient. C'est une balle, c'est un corpuscule. Ça, c'est facile alors. Il a une trajectoire, il est ponctuel, c'est-à-dire il est dans un endroit et pas dans un autre. Il a une vitesse qu'on peut calculer. Ça, alors ça, on aime bien parce que c'est notre monde à nous. On est très habitué à ça. Mais en même temps que la balle, le fusil a émis un son, alors lui, il va se propager d'une manière totalement différente, le son. Ce sera une onde. Alors le son, admettons que quelqu'un se soit caché derrière un mur. Quand le fusil a tiré, il y a un bonhomme là. De la balle, il ne risque rien, d'abord il y a le mur qui le protège, puis ensuite il passe à côté du mur. Mais de l'onde, il n'est pas protégé. Elle viendra le chercher là-bas. Il l'entendra, peut-être un peu moins, mais enfin, ça suffira peut-être à lui crever le tympan. Alors, essayons de voir quelles sont les lois des ondes, les règles, les lois auxquelles les ondes sont d'habitude soumises. Il y en a 5. J'ai simplifié parce que la dernière, la 5e, elle est divisée en 3, mais je vais faire compliqué. Alors, il y a 5 lois des ondes. C'est pas très difficile, vous verrez, c'est vraiment pas très difficile. Mettons ici, mettons là, oui, bon, on va sans... Vous avez compris que l'onde se propage... Alors, justement, elle se propage, on appelle ça la diffraction. Ce n'est pas un mot difficile, ça veut dire simplement qu'à la différence de la balle, elle se propage sans trop de limites, on ne sait pas où ça s'arrête, et puis c'est un peu partout, c'est diffus, si vous voulez. Diffraction, ça veut dire diffus. Ensuite, les ondes font des interférences. Alors ça, il faudra que je vous explique bien, parce que alors Dieu sait si on en aura besoin. Des interférences. Alors je vais vite vous expliquer ce que sont les interférences, du reste. Je crois qu'on sait. Si sur le lac, il y a un train d'ondes qui rencontre un autre train d'ondes, des vagues, il est évident que ou bien elles s'additionneront, ou bien elles s'annuleront. Alors, quand la lumière arrive avec 2 faisceaux de lumière, il y aura des raies de lumière. On voit ça souvent, c'est des choses auxquelles on ne prend pas attention peut-être, mais c'est des ondes qui soit s'additionnent, soit s'annulent. Donc avec les ondes, on a 1 plus 1 égale 0, tandis qu'avec les corps, avec les balles, on a 1 plus 1 égale 2. Hein. C'est 2 lois tout à fait différentes. Les corpuscules ne peuvent pas s'annuler. Une fois qu'ils sont corpuscules, c'est corpuscule, à moins qu'ils redeviennent une onde. Mais dans les ondes, c'est très facile à comprendre que l'une, si elle est en phase avec l'autre et qu'elles se rencontrent, eh bien, elles font le double. Si elles ne sont pas en phase, eh bien, elles s'annulent. Puisque l'une est comme ça, puis l'autre est comme ça, eh bien, elles s'annulent si elles se rencontrent. Bon, ça fait 0. Ça fait 1 plus moins 1 égale 0. Puisque l'autre est en... Puisque les vagues, c'est pas difficile. Hein. C'est l'interférence, mais je préfère le répéter parce qu'on va en avoir une sacrée utilité. Ensuite, il y a l'effet tunnel. Bon, l'effet tunnel, j'en aurais moins besoin, mais il est quand même connu. Quand la lumière ou l'électron est dans un corps bon conducteur, il se
c'est un flux d'électrons qu'on appelle l'électricité, et qui est sous forme corpusculaire, et va buter contre le bout. Surtout s'il y a un élément isolant, un peu d'air. Alors là, c'est fini, l'électron ne passe pas. Mais il est malin, l'électron. Il se transforme en onde pour passer l'obstacle, et il revient dans un autre bon conducteur en n'ayant rien perdu du tout. Exactement, de nouveau, en particules. L'effet tunnel, donc, normalement, il ne devrait pas passer. En tant que particule, il ne passe pas. Mais selon une longueur d'onde, il ne faut pas que ce soit plus que la longueur d'onde, bien sûr. Alors, il se glisse comme le poisson soluble, et puis il passe de l'autre côté, et il se remet en n'ayant rien perdu. C'est avec ça qu'on fait les semi-conducteurs. Toute l'électronique est basée là-dessus. Mais je laisse parce qu'on en aura moins besoin de ça. Mais je dis quand même l'effet tunnel, vous saurez ce que c'est au moins. Et puis alors, la délocalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est impossible de localiser une onde. C'est un mouvement. La particule, oui. Et puis la dernière, c'est l'indiscernabilité. Indiscernabilité, ça veut dire que, je vous donne vite un petit exemple, c'est pas très difficile. Une onde se propage sur le lac, et puis une autre arrive à sens inverse. À un moment donné, elles se rencontrent, elles se doublent, et puis elles repartent, chacune de leur côté. Maintenant, je dis deux solutions. Est-ce que c'est celle-là qui est revenue parce qu'elle s'est choquée à l'autre et chacune est repartie, ou bien est-ce que c'est celle-là qui a passé de l'autre côté et celle-là qui a passé de l'autre côté? Ça n'a pas de sens. C'est absolument impossible de dire si A a passé en B et B en A. Ça n'a pas d'identité, c'est un mouvement. Alors, ça n'a pas de sens. Ah oui, le corpuscule, oui. Le corpuscule, lui, il a une identité. C'est lui ou pas lui. On peut les compter, tandis que pas les autres. C'est une petite application pratique parce que c'est bon à savoir. Vous savez qu'on va peut-être prochainement inventer un appareil, ce sera génial, pour neutraliser les bruits. Les bruits sont des ondes, et puis on fera un bruit inverse, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a le bruit, on lui opposera une onde inverse, et qui l'éteindra. Si bien qu'à la place de mettre des couches d'isolant, on mettra un petit appareil qu'on allumera. Et puis, on entendra le bruit assourdi, parce qu'il est neutralisé à la base. On l'aurait déjà fait si les sons qui nous arrivent étaient une onde très simple, une onde très facile à analyser. Mais comme d'habitude, c'est beaucoup de choses. Alors, il faudrait... peut-être qu'on y arrivera, un appareil d'une rapidité qui décode chacune de ces ondes et qui envoie le bruit inverse. Quand on a une crête, il envoie l'inverse, et peut-être qu'on y arrivera dans 50 ans, vous savez, ça va vite, hein. Mais ce sera un appareil très subtil, hein. Il devra analyser les longueurs d'onde des bruits, ça on est déjà parvenu, puis chaque fois envoyer, avec un ordinateur, le bruit inverse. C'est bien qu'on aura. Ou bien un autre exemple de cette interférence, c'est les fours à micro-ondes. Vous savez que les fours à micro-ondes, ils tournent. Vous savez pourquoi? Parce que justement, ces ondes, elles se cassent le nez contre les parois du four, et puis elles se neutralisent à certains endroits. Si le mets ne tournait pas, il y aurait des endroits où il n'y aurait pas de chaleur dans le plat. Alors, maintenant, on va faire l'application, mais c'est bien. Je vais juste vous montrer. Il faut absolument que je vous applique ces propriétés à une situation. On en tirera les conséquences dans le cours suivant. Il y a une expérience qui a été faite. Donc ça, c'est facile. On voit deux types de comportements physiques. L'embêtant, c'est que les quantons ont les deux expressions quand ça les arrange. Et vous verrez que c'est nous qui les ont passés de l'un à l'autre, c'est l'esprit. Ça va choquer beaucoup de physiciens, du reste ils sont durs à admettre. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on a découvert ça. Alors c'est une expérience qui est très connue, c'est ce qu'on appelle les fentes de Young. Je vous l'écris parce qu'il ne s'agit pas il s'agit de Thomas, je crois, Young.
déjà en 1803. Donc ce n'est pas du tout le psychiatre zurichois d'origine baloise, c'est tout autre chose, c'est un physicien. Les fentes de Jung, c'est très connu, je crois que tous les livres en parlent. C'est un truc complètement dingue. Alors, c'est assez facile à comprendre. Il a mis, vous pouvez le faire chez vous, du reste, c'est très facile, un écran avec deux fentes sur un écran, sur un cache. Derrière, il y a un écran qui reçoit. Et puis ici, il y a une source lumineuse qui envoie de la lumière à travers ces deux fentes et qui est reçue alors sur l'écran qui est derrière. Les fentes de Jung. Si on imagine le problème du fusil, si on imagine qu'on envoie des particules, et on peut envoyer des particules, qu'est-ce qu'on obtiendra de l'autre côté? Eh bien, on obtiendra que derrière chacune des fentes, je veux le dessiner ici, on aura donc le tir de ces particules se fait pendant de milliers de tirs dans un temps très bref, donc ce tir au hasard. Qu'est-ce qu'on aura d'après la loi des probabilités? Eh bien, on aura la fente A qui aura reçu pas mal de balles et qui seront imprimées sur l'écran derrière, et la fente B, et surtout certaines auront ricoché sur l'épaisseur du truc, elles seront venues s'additionner, si bien que l'image globale, elle sera, comme on l'a dit tout à l'heure, on additionne les deux vagues et ça fait le double. Quand il s'agit de corpuscules. Bien, tout ça, c'est pas très difficile. Maintenant, si on envoie de la lumière, donc les balles, ça va. Si on envoie de la lumière, on obtient les interférences, c'est-à-dire, incontestablement, les ondes, dans ce cas-là, ce sont des ondes, passent par A et passent par B. Quand je regarde ce qui se passe de l'autre côté, comme on l'a dit moult fois, ou elles s'additionnent, ou elles s'annulent. Donc il y aura des raies noires, ça c'est noir, et puis il y aura des raies lumineuses, mais très courtes. Évidemment, parce que ici j'ai une vague, là j'ai une autre, elles se rencontrent, et puis elles font ce phénomène d'interférence tellement important. Les vagues peuvent... Bon, d'accord. Maintenant, écoutez bien, c'est assez étrange. Quand on bouche une fente, c'est très facile, on met la main. Les photons, donc ce sont des quantons, ils se comportent comme des particules, c'est-à-dire ils s'additionnent, comme on l'avait vu tout à l'heure, et quand je débouche B, ils se comportent comme une onde. Alors on aimerait bien savoir comment il le sait au moment où il passe que l'autre est débouché. On aimerait bien savoir. Parce qu'il n'a pas la science infuse quand même. Hein. C'est moi qui sais, mais lui pas. Je répète, quand on bouche une des fentes, on n'obtient plus d'interférences, évidemment, puisque ce sont des particules. Mais quand on bouche, on obtient des particules. Et quand on débouche, ça refait des interférences. Premier problème, on aimerait savoir comment il le sait que j'ai débouché. Au moment où il passe. Seulement, c'est encore plus étrange. Et c'est là que le grand mystère. Quand on fait passer un photon après l'autre, c'est une technique tout à fait possible. On arrive à passer qu'un photon. On a des unités de photons, puisque ce sont des particules. Quand on passe un photon et que, bien sûr, il passe par un ou deux. Quand on bouche, il passe par le sol qui est ouvert, comme une particule. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand on débouche un photon, il passe par les deux trous parce qu'il fait des interférences. Il s'interfère sur lui-même, alors qu'il n'y a qu'un photon. Donc, il n'y a que ça qui passe. Et ça passe par les deux, parce que derrière, il y a les interférences, c'est-à-dire il s'est annulé ou additionné. Donc, il passe par les deux, alors qu'il n'y en a qu'un. Alors, il y a 2 siècles que cette expérience est connue,
elle a été faite avec des électrons, on sait que les protons feraient la même chose. Alors on s'est posé la question de savoir, mais comment il sait, lui, le photon? Alors, il a fallu 2 siècles, puis on vient de répondre, ça fait 10 ans. On répond, eh bien, c'est nous qui le savons. Supposons que je parvienne à repérer par quelle fente passe chacun des photons participant à l'expérience. Dans ce cas, aussi surprenant que cela paraisse, je ne constate pas sur l'écran la formation d'une trame d'interférence. Autrement dit, si je décide de vérifier expérimentalement que le photon est bien une particule franchissant une fente définie, alors notre photon se comporte très exactement comme une particule passant par un orifice. Au contraire, si je ne m'évertue pas à suivre la trajectoire de chaque photon durant l'expérience, alors la distribution des particules sur l'écran finit par former une figure d'interférence d'onde. Une fois encore, une particule élémentaire n'existe sous la forme d'un objet ponctuel défini dans l'espace et le temps que lorsqu'elle est directement observée, sans que je fasse rien. C'est démentiel. Ça me rappelle la phrase de Niels Bohr, aussi de l'école de Copenhague, qui disait toujours à ceux de ses confrères qui lui présentaient des théories, « Votre théorie est complètement folle, mais elle ne l'est pas assez pour être vraie. » Et c'est absolument vrai. C'est absolument fou de penser que c'est l'observateur, c'est l'esprit qui fait que le photon, si je le suis bien à la trace, même si j'ai débloqué, j'ai découvert là, je fais qu'il est corpusculaire. Alors il est ponctuel. Et si je le laisse, il redevient ondulatoire. Alors on va voir que là, il y a une clé extraordinaire. Alors on pourra comprendre le vivant, l'animal, l'homme, parce que c'est ça qui retardait la recherche avant, surtout en biologie. On s'obstinait à croire qu'il y avait dans les corps des mini-corps, qu'il y avait des cellules dans un corps humain. Il n'y a pas de cellules. Vous me direz, écoutez, là, vous nous entraînez en bateau parce que les cellules, on les voit, on les analyse. Eh bien, elles sont sous cette forme, elles sont quantiques. Elles sont quantiques. Elles ne sont plus quantiques quand je les analyse, justement. Si on pouvait comprendre ça, je vous assure que la biologie ferait un bond en avant. Vous me direz, mais vous êtes bien prétentieux, les biologistes, pourquoi ils ne le savent pas? Parce qu'il n'y a que 10 ans qu'on a accepté ça. Et il faut longtemps pour changer les mentalités. Et si on pouvait l'accepter, je pense qu'on trouverait une nouvelle voie pour le cancer, peut-être pas pour le sida, encore qu'il faudrait voir, mais en tout cas pour le cancer, parce qu'on s'obstine à considérer que nous avons les cellules en acte, alors qu'elles ne sont en acte. Je vais vous prendre un petit exemple pour que on arrêtera, parce qu'après on va reprendre quelque chose. Mais j'aimerais vous faire comprendre une chose. C'est que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je l'ai enseigné pendant 30 ans sans le savoir. C'est-à-dire, j'enseignais Aristote, moi. J'avais été formé à la philosophie d'Aristote 4 siècles avant Jésus-Christ. Je n'y connaissais rien. Il ne savait même pas qu'il y avait des atomes. C'est Démocrite qui a découvert les atomes, ce n'est pas Aristote. Aristote n'en a pratiquement pas parlé. Ça le gênait, justement. Mais il avait une théorie qui s'appelle l'illémorphisme. J'en parlerai tout à l'heure. Je l'enseignais, mes élèves. Et puis comme j'avais de bons élèves, comme vous, me répétaient ça aux examens. Et puis moi, je l'enseignais parce que je le croyais quand même aussi. Enfin, c'était cohérent. Et c'est tout dernièrement, parce que je me suis toujours passionné pour la physique. Il y a longtemps que je lisais ces livres, mais c'est encore assez récent que je me suis dit, mais c'est exactement ce que disait Aristote d'une autre manière. Il y était arrivé, mais beaucoup plus vite, à dire, il n'y a pas il n'y a qu'un corps, une substance dans un animal, un éléphant. Tout le reste est quantique. Quantique veut dire sous cette forme-là. C'est la solution. Je vous assure, c'est la solution. On peut tout comprendre. Le cancer, c'est des cellules qui redeviennent corpusculaires. Tout l'ensemble. Je vous le montrerai du reste.
Évidemment, le scientifique, ça lui fait une belle jambe, ça. Il voit, par exemple, on lui amène quelqu'un qui a du diabète, il découvre qu'il a trop de sucre. Le sucre, c'est du sucre, hein. C'est celui qu'on mettra dans le café tout à l'heure. C'est un corps chimique. Il dit, moi je le vois. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que pour autant que le sucre est dans le métabolisme, il y a du pouvoir être sucre. C'est ça le danger. Si au moins il n'y avait que du sucre, ce serait un corps étranger. Ça ne fait rien les corps étrangers. Mais c'est qu'il entre dans le métabolisme, c'est-à-dire, vous le comprendrez mieux après-midi avec la deuxième expérience, c'est-à-dire que c'est l'analyse, rappelez-vous le poisson, c'est l'analyse qui, en faisant une prise de sang ou une prise de n'importe quoi, de cellulaire, un frottis, sans qu'on s'en rende compte, fait passer la matière de son état quantique à son état concret, comme le poisson. Donc, je ne suis qu'une réalité, un seul être concret, un homme, un animal, un éléphant est un être, pas 1000 êtres en construction comme ça, en électronique d'éléphant, c'est un être. Et ça, je l'enseigne à mes élèves. Et puis maintenant, je m'aperçois que c'est exactement ce que la physique dit. Alors, si on veut la solution pour le vivant, et quelle solution, je vous garantis qu'elle va vite, celle-là, alors, elle nous aidera beaucoup à comprendre pas mal de choses. Et ensuite, pour les animaux aussi, on comprendra beaucoup de choses. Et pour l'homme, j'en parle pas. Et on comprendra pourquoi. C'est parce que nous ne pouvons pas, nous, être quantiques par rapport à cet individu collectif, nous, alors que mes cellules le sont quantiques. Je répète vite, et après vous aurez bien travaillé, parce qu'on était un peu loin. Mais je voulais seulement vous dire, quand je dis quantique, ça veut dire non concret. C'est pas localisé. Ça n'est pas dans l'espace-temps. C'est moi qui suis dans l'espace-temps. Mais mes éléments n'y sont pas. Ils sont pouvant être dans l'espace-temps. Évidemment, si on me fait une prise de sang. Mais je reprendrai ça après-midi. Je ne pensais pas faire si long, alors j'ai été très admiratif de votre patience, mais il faudra qu'on mette un manomètre la prochaine fois. Nous ne sommes pas au bout de nos découvertes, mais pour le moment, j'aimerais que vous reteniez cette simple idée à travers toute l'élaboration symbolique et des images, des comparaisons que nous avons prises, c'est que lorsqu'on arrive au constituant ultime de la matière, on est obligé de constater que ces éléments premiers obéissent plus aux lois de l'esprit qu'à la mécanique, comme nous la définissons d'ordinaire. Que ce soit gênant pour des esprits scientifiques modernes, je le conçois. Et je dirais même que c'est moins gênant pour un philosophe qui est dans la tradition d'Aristote, qui corrigera les conséquences peut-être un peu trop spirituelles, puisque je vous l'avais dit, un des auteurs physiciens a écrit un livre qui s'appelle le Tao de la physique, c'est-à-dire la spiritualité. Le Tao, c'est un chemin de vertu de Lao Tse-tung, c'est une sorte d'évangile, une sorte de bouddhisme très spirituel. Nous n'irons pas jusque-là, nous ne penserons pas qu'il y a une sagesse de vie dans les atomes. Mais pour le moment, j'aimerais vous montrer une expérience encore plus étrange. Nous partirons comme tout à l'heure avec la comparaison des poissons et des étangs invisibles, et les conséquences que nous en tirerons, eh bien, elles seront les seules possibles pour continuer notre analyse, pour passer de chacune de ces étapes d'évolution et les comprendre alors vraiment en profondeur. Et vous verrez que c'est une clé, cette conception de l'espace. Alors cette comparaison, c'est toujours notre même petit schéma. Supposons un étang dans lequel se trouve une eau trouble. Ça symbolise tout simplement l'impossibilité de voir par nous-mêmes les constituants ultimes de la matière. C'est pour ça qu'on fait une eau trouble, parce que les photons qui pourraient éventuellement éclairer ces objets sont à peu près la dimension de l'objet. Alors évidemment, on est au-delà du visible. Alors imaginons maintenant que notre pêcheur, tout à l'heure, qui avait sorti de l'eau
un poisson qui s'était concrétisé au moment où il l'avait vu, qui, avant qu'il ne le sorte de l'eau, était dans cet état quantique, c'est-à-dire très indéfinissable pour nous, une sorte de probabilité de présence. Il n'était ni ici ni là, il était plus ou moins diffus dans l'espace, dissous dans l'espace. Alors imaginons que le pêcheur va mettre maintenant 2 poissons dans l'eau. Il va y introduire 2 photons ou 2 électrons, mais on en reparlera après. Pour le moment, c'est 2 poissons. À peine sont-ils dans l'eau que nous obtenons 2 poissons solubles, mais totalement mélangés l'un à l'autre. C'est-à-dire, c'est absolument indéfinissable, mais ce n'est même pas juste de dire mélangés. Il y a entre eux une sorte, disons, d'indifférence. Si c'était mélangé, on pourrait trouver les molécules de l'un et les molécules de l'autre. Non, non, pas du tout. Les poissons, ils sont une sorte de nouvel être qui est fait de 2 poissons fondus, dissous. Supposons maintenant que de chaque côté de l'étang, où sont nos 2 poissons solubles, on ne peut plus parler de poissons à ce moment-là, il y ait une écluse et que l'on puisse vider l'étang dans 2 bassins d'accumulation latéraux, égaux. De chaque côté, l'étang dans lequel se trouvent ces 2 poissons solubles vont se déverser chacun de leur côté. Supposons que le pêcheur de tout à l'heure a un fils qu'il installe ici, sur la berge, qui se repose, il fait sa sieste. Et lui, le pêcheur, le père, plante sa ligne dans un des 2 étangs. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a là, non pas un demi, il n'y a pas un des 2. C'est difficile parce qu'il n'y a pas d'identité. Rappelez-vous ici. Ils sont indiscernables et puis délocalisés. Peu importe. Toujours est-il qu'à un moment donné, vous verrez dans l'expérience avec les photons, il sort de l'eau un poisson qui devient concret au moment où il le voit. À cet instant, dans plus que la fraction de seconde, d'une manière absolument simultanée, l'autre poisson sort de l'eau en état concret. Il n'est plus soluble. Alors que l'autre, le fiston n'a rien fait. Hein. Il est absolument passif. Et nous savons qu'il n'y a aucun moyen de communication entre les 2. C'est-à-dire la communication, s'il devait y en avoir une, serait supérieure à la vitesse de la lumière. Cette expérience, évidemment, elle n'a jamais été faite comme ça. Elle porte un nom en physique. Elle s'appelle l'expérience d'Aspect. C'est Alain Aspect qui est un physicien. Très connu aussi, cette expérience. Je ne peux pas alors vous la faire, mais je peux vous la décrire. Elle est reconnue actuellement comme étant très célèbre, à peu près autant que celle de Jung tout à l'heure, qui elle est accessible à la portée, disons, d'un petit bricoleur moyen. En gros, de quoi s'agit-il? Alors, je traduis cette situation. L'expérience d'Aspect consiste à bombarder, ils le font au CERN, un électron avec un positron, c'est-à-dire un positif avec un négatif, mais de même charge, de même nature, c'est-à-dire que l'électron, il a son antimatière, le photon, il a l'antiphoton, le neutron aussi, quoique le neutron, il soit fait de 2 charges positives et négatives, et le proton qui est positif peut avoir un antiproton qui serait négatif, donc il s'annule, on l'avait vu. 2 vagues, exactement de même forme, qui se rencontrent, qui s'annulent. À ce moment-là, les détecteurs le font au CERN, ils s'annulent, ces 2 électrons, puisqu'il y a un positif et un négatif, et ils envoient dans l'espace 2 photons. Les 2 photons partent toujours, et c'est une règle universelle, dans des directions opposées. Si l'un va au sud, l'autre va au nord. Si l'un va à l'est, l'autre va à l'ouest. C'est encore pas trop difficile à comprendre hein, jusqu'à présent. Bon, ils se fuient l'un l'autre. Ils sont de charge positive tous les 2, donc ils s'excluent. Mais ce qu'il y a de très étrange, et j'en reviens avec ma petite parabole, c'est que lorsque vous avez ici le départ, l'électron et le positron qui se sont rencontrés, qu'un des électrons est parti d'un côté et que l'autre
est supposé est réellement parti de l'autre côté. Regardez bien, c'est de nouveau notre poisson soluble. C'est lorsque on le détecte, il est probable, il n'est pas parti en tant que particule, il est parti en tant que quantique, une réalité quantique, il est diffus, le photon. C'est une vague, si vous voulez, c'est une sorte, du reste là il y a les calculs, si un photon existait dans l'univers à une distance de temps d'années-lumière, il occuperait un champ incroyable, disons, de dimension, et s'il était détecté quelque part, il disparaît de potentialité partout ailleurs. Donc il est concrétisé quelque part, et c'est fini. L'onde disparaît. Alors imaginons qu'on le détecte ici. Mais c'est le fait de le détecter qui le fait être ici, parce qu'on aurait pu le détecter ici, alors l'autre apparaît dans le méridien inverse. Comment le sait-il que son confrère a été détecté à tel endroit pour, lui, se matérialiser comme le poisson sortait de l'eau? Personne ne le sait. C'est-à-dire que c'est une chose qui est inexplicable et inexpliquée, qu'il sera inexpliqué. Parce qu'on a longtemps pensé qu'un jour, Einstein pensait, il disait pour le moment on ne sait pas, il y a des paramètres cachés, il y a des choses qui nous échappent, mais un jour on comprendra à quelle loi ça obéit. Maintenant on sait qu'on ne comprendra pas, parce que ça obéit à d'autres lois. C'est assez étonnant de constater, parce qu'on a essayé une autre théorie qui consisterait à dire, imaginons qu'on ait un ballon, et puis ce ballon a une protubérance. On pèse sur la protubérance, ça en forme une à peu près vis-à-vis ou ailleurs, évidemment. Mais là, on comprend quel est le messager. Le messager, c'est la pression de l'air. On pèse d'un côté, puis ça gonfle de l'autre, évidemment, ça fait une sorte. Mais là, pas du tout. Il n'y a pas de messager. Il y a l'espace lui-même, qui n'est pourtant rien, c'est le vide. Mais le vide est loin d'être le néant. L'espace lui-même, qui peut absorber une particule et puis en générer une autre, en fonction de lois dont on ne sait absolument rien, sauf qu'elles obéissent aux lois de l'esprit. Alors, quelles sont ces lois de l'esprit? Je ne veux pas les citer toutes, mais il y en a une qui arrangerait bien, du reste qui est appliquée ici. C'est que l'esprit est la seule faculté, la seule réalité qui peut remonter le temps. Parce que, ici, j'ai dans un livre, je ne me rappelle plus lequel, où on a essayé, oui c'est ça, dans l'objet quantique, on essaie la théorie de dire, finalement, on pourrait imaginer que la microphysique, ces particules, remontent le temps. Évidemment, si ça irait, si ça remontait le temps, un des électrons, un des photons est matérialisé ici, je dis bien matérialisé, il pourrait l'être ailleurs, si je l'avais détecté ici, il serait ici, et puis l'autre apparaîtrait là. Mais on va à rebours-pas, c'est comme si on faisait revenir le film à l'envers. Alors on remonte le temps, donc on revient vers le passé, et puis un des protons apprend, ou plus ou moins comprend, ou plus ou moins est influencé par la position de l'autre, et puis il va vite se matérialiser. Il reprend le retard du temps. Remonter le temps, vous comprenez ce que ça veut dire? De même, tout à l'heure, rappelez-vous, il y avait un photon qui passait par une fente, un photon tout seul. Il apprenait au moment où il passait dans la fente, et même quand il arrivait sur l'écran qu'il enregistrait, que la fente était ouverte ou fermée. Il l'apprend un peu tard, si vous voulez, mais alors, là aussi, s'il avait pu remonter le temps, il aurait pu revenir en arrière, puis voir qu'elle était ouverte ou fermée, et puis alors évidemment se comporter comme une onde et faire les interférences. Alors je vais vite vous expliquer pourquoi, lorsqu'on a un phénomène qui manifestement montre qu'il y a du temps qui semble avoir été remonté, ça ne peut être que l'objet de l'esprit. Je vais prendre un exemple très simple. Ça, je pense que tout le monde en est conscient, du reste, c'est la preuve que tous ces livres font appel aux lois de l'esprit. Vous connaissez peut-être un film qui a eu un succès fou et qui est un classique, qui s'appelle 2001, Odyssée de l'espace. C'est assez étonnant, ce film. D'abord, il est très beau, au point de vue facture, au point de vue de l'histoire, sauf la fin, qui est un peu einsteinienne, avec la remontée du temps, mais enfin, ça c'est égal. Mais toute l'histoire est assez fabuleuse. Je la résume, c'est des astronomes et des
astronautes qui sont arrivés sur la Lune, des Américains et des Russes, et qui ont découvert un parallélépipède régulier en bakélite. Je vais vous montrer pourquoi on a remonté le temps. C'est très simple. Si vous trouvez, en arrivant sur la Lune, un cristal qui fait cette forme, il n'y a pas besoin de faire appel à l'esprit ni à l'intelligence, rien du tout. C'est la nature qui, d'après la configuration des molécules, en grandissant, est déjà préconditionnée à faire une pyramide. Mais si, en arrivant sur la Lune, on trouvait simplement des cailloux qui, eux, ne sont pas prédisposés à faire des pyramides, qui sont arrangés en pyramide, une petite pyramide, il n'y a pas besoin que ça soit très grande. Ça, voilà, on trouve ça sur la Lune, à condition que ce soit des éléments qui n'ont aucune affinité à faire par eux-mêmes une pyramide. C'était moins que ça qu'ils ont trouvé, les gars, en arrivant sur la Lune pour le film de Kubrick. Ils ont trouvé un grand parallélépipède régulier en bakélite. Si ça avait été du cristal, évidemment, ça ne posait pas de problème, parce qu'on peut avoir des cristaux qui prolifèrent comme ça. Mais le bakélite en lui-même, c'est des molécules qui n'ont aucune raison de se faire cette figure. Ils sont tellement convaincus que c'est fait par une intelligence qu'à grands frais, ils affrètent un vaisseau spatial pour aller sur Jupiter, dont ils pensent que sont originaires ces intelligences qui ont mis ça sur la Lune. Personne ne discute le bien fondé de cette théorie. On ne fait pas appel à la mystique, ni à la théologie, ni à rien du tout. On dit, il y a des intelligences, un point, c'est tout. Et qu'on soit russe, athée à l'époque, ou américain, peu importe, tous les physiciens disent, c'est évident. Mais pourquoi? Eh bien parce que pour faire une pyramide, il faut remonter le temps. C'est-à-dire, je commence à mettre une pierre, une deuxième pierre. Qu'est-ce qui va guider la position des pierres? La pyramide. Oui, mais la pyramide n'existe pas encore. Elle sera à la fin de l'opération. Mais il faut qu'elle soit au début, puisque c'est elle qui guide. Parce qu'évidemment, si je ne sais pas ce que c'est qu'une pyramide, je pourrais toujours mettre des cailloux, ça ne donnera pas une pyramide. La pyramide, elle est primum in ordine operationis, comme disaient les formules latines. C'est-à-dire, s'il y a longtemps qu'on le sait, ça. Ça veut dire, la pyramide, la fin, finis, la fin, le but, il est premier dans l'ordre de l'opération. C'est-à-dire, c'est la pyramide qui va guider l'emplacement des pierres. Si je dis, pourquoi celle-là, elle est là? Parce qu'il faudra faire une pyramide. Parce que si elle était à côté, ça ne fera pas une pyramide. Mais la pyramide n'existe que à la fin de l'opération, la pyramide réelle. Alors n'importe qui, même s'il n'a pas fait d'études ni de philosophie, s'il arrive au fond d'une forêt vierge où l'homme n'a jamais mis le pied et qu'il découvre ne serait-ce que des arbres plantés en circonférence absolument régulière avec un autre au milieu, à moins qu'il soit complètement bobet, il dira, il y a une civilisation qui a passé par là, on l'ignorait. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire le hasard? Parce que c'est le cercle qu'il fallait avoir dans la tête, il fallait une intelligence, pour remonter le temps d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il fallait que le cercle, qui n'apparaîtra qu'une fois que les arbres sont plantés, le cercle doit être avant l'apparition du cercle. Il faut qu'il y soit déjà. Donc il faut qu'une intelligence puisse le projeter, le penser, pour faire un cercle réel. C'est exactement ce qui se passe dans ces expériences. Ça arrangerait tout le monde si on pouvait concevoir que les particules remontent le temps. Il faut que quelqu'un le fasse pour elles. De même là, il faut que quelqu'un remonte le temps, c'est-à-dire fasse que ce qui arrivera à la fin se trouve déjà au début, pour pouvoir conduire l'opération. C'est à ça qu'obéit la physique. Alors, je vous donnerai à la fin du cours une feuille de papier, c'est pas long, je vous ai préparé un petit texte avec 3 citations. J'ai même pas eu le temps de mettre une 4e, vous la reprendrez, ce sera vite fait, ces 4 lignes, je vous la donnerai par écrit. Ces 4 citations qui seraient un peu le résumé de ce qu'il faut avoir compris de ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est-à-dire, pour pouvoir en tirer le bénéfice pour nos études ultérieures, il faudrait comprendre que ce que dit ce papier, je vous le lis vite, au moins la première. La science du XVIIIe et du XIXe siècle avait abouti au triomphe du matérialisme mécaniciste qui expliquait tout par l'agencement de morceaux de matière minuscules et indivisibles, agencement réglé par diverses forces d'interaction qu'ils exercent entre eux. Traduction,
Tout le monde pense, moi aussi je le pensais, avant que j'ai fait la synthèse entre Aristote et la physique, que ça c'était les premières briques de l'univers, apparues après le Big Bang, un peu à la manière du Lego. J'ai souvent réfléchi à ce jeu fabuleux du Lego. À ma génération, on ne le connaissait pas, mais je l'ai connu à travers la vôtre génération, et puis celle des petits-enfants. Je me suis aussi posé la question de savoir pourquoi ce jeu avait eu tant de succès. C'est mondial, la fabrique de Lego, c'est une multinationale qui fait des bénéfices fabuleux. Je crois qu'elle est fabriquée, ce jeu est fabriqué sur ce modèle d'univers, qui en fait est faux. Mais regardez comme c'est frappant. Je vais d'abord vous montrer le faux modèle d'univers auquel on pense tout naturellement, sur le modèle du Lego. Ça m'ira mieux après pour dire que ça n'est pas justement un modèle du Lego. Le Lego, c'est un génie, je crois danois, qui a eu l'idée, ou suédois, de faire des petits plots avec du plastique, à l'époque ça devenait à la mode, qui a des petits crochets et qui ressemble étrangement justement aux valences chimiques, c'est-à-dire vous savez que les atomes s'accrochent sans être crochus comme le pensait Démocrite. Ils sont des affinités qui fait qu'avec un atome on peut faire une molécule, avec une molécule on peut faire une macromolécule, on peut faire autre chose. Mais que chacun d'eux, il a des possibilités d'accrochage par le nombre d'électrons de plus en plus grand, ça va une centaine. Or, c'est assez étrange comme on pourrait penser que la première pièce, qui a que deux petits crochets qui vont s'emboîter dans une pièce semblable, ce serait l'hydrogène. Après, il y en a une qui a 4 ou 5 de ces crochets un peu plus longs, alors ce serait l'oxygène. Après, il y a des plaques même qui en ont beaucoup, alors le gosse peut les enfiler les unes sur les autres et faire n'importe quoi. Il peut faire une maison, bien sûr, mais il peut faire même des chevaux, il peut faire même on lui montre dans des petits carnets toutes les possibilités qu'on a. C'est infini, on peut tout reproduire. C'est génial, parce que c'est la manière dont on concevait l'univers jusqu'à 50 ans, même moins. On disait, l'univers, il est fait de ces petits éléments, très simples, des fois ils sont déjà associés d'une manière assez stable, et puis ils s'accrochent. Alors, qu'est-ce qu'une cellule? C'est une construction très complexe, mais faite d'éléments primitifs que sont les pièces de Lego, c'est-à-dire les atomes, qui sont les premières briques de l'univers. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit, je ne veux pas employer ce mot, parce que justement, ce ne sont pas des briques. Alors, je répète la phrase. Elle est de Farabaud, donc un des auteurs que vous avez ici, qui dit cette vision assez primitive que l'univers, y compris les vivants, moi, vous, serait faite de petits morceaux de matière minuscules et indivisibles, agencements réglés par diverses forces d'interaction qu'ils exercent entre eux. Évidemment, dans la nature, on dira il y a des forces attractives qui font que la molécule existe, puis après la cellule et tout ça. Mais finalement, il y a quand même ces éléments, ces briques. Cette vision assez primitive à laquelle se tiennent encore la plupart des biologistes aujourd'hui. Je dirais presque, tant pis, c'est pas très grave. Parce que les résultats sont les mêmes, vous comprenez, qu'ils sachent que ça n'est pas ça ou pas. Pour le biologiste, le résultat est le même. Encore que, quand il s'agira du cancer, on verra peut-être il néglige alors une piste qui changerait complètement la recherche s'il savait qu'il n'y a pas de cellules dans le vivant. Il n'y a que des possibilités de cellules. Ça change. Hein. Cette vision assez primitive, à laquelle se tiennent encore la plupart des biologistes, avait pour conséquence l'inutilité des philosophies qui font appel à l'existence d'entités non matérielles. Alors là, ouf, on n'avait pas besoin d'une réalité spirituelle, enfin de l'esprit. Je dis l'esprit, je dis jamais Dieu, hein, parce que justement, ça n'est pas Dieu. On pouvait tout faire avec un mélange de des milliards d'années, elle s'était brassée, pour finir, ça avait fait une petite entité qui avait survécu, et puis parfois avec le temps, avec complexité, avec des lois plus ou moins. C'est comme ça, un jeu de Lego qui se complexifie. Dans votre feuille, j'ai mis la physique mécaniciste, c'est-à-dire c'est l'ancienne physique. C'est fini maintenant, aucun physicien ne reconnaît. Par contre, la physique quantique, voilà ce qu'il vous faut retenir. Une particule, la même, hein, n'existe sous la forme d'un objet ponctuel, ça veut dire ponctuel, elle est ici et pas là, définie dans l'espace et le temps, que lorsqu'elle est directement observée. C'est nous
qui la faisons exister dans l'espace-temps, avant qu'elle ait fait l'objet d'une observation, une particule élémentaire existe sous la forme d'un paquet d'ondes, poisson soluble. Elle est partout ou nulle part. Elle est dissoute dans l'espace. Elle n'est pas distincte de l'espace. Au moment de l'observation, la fonction d'onde s'effondre, ça veut dire se ramasse, se crispe, se cristallise, et une seule de ces particules virtuelles est amenée à se matérialiser. Une seule, même si elle est diffuse dans des millions de kilomètres carrés dans l'espace. Une seule, et c'est fini. La fonction d'onde est ramassée dans une particule. On peut donc supposer l'existence d'une réalité mystérieuse dont matière et esprit ne seraient que deux manifestations. J'irai pas plus loin pour la matière et l'esprit, parce que ça, on commence à être sur la pente glissante. La pente glissante, c'est justement, si paradoxal ça puisse paraître, j'ai pas tellement envie de penser que l'esprit, au sens d'une espèce d'entité mystérieuse, soit à l'œuvre là-dedans. Je pense qu'au contraire, c'est Aristote qui avait raison. Mais évidemment, il serait bien étonné s'il apprenait la vérification expérimentale de son intuition. Elle est simple. Aristote avait, je l'enseignais, c'était un sujet d'examen chez mes élèves, c'est classique, saint Thomas l'a repris, 4 siècles avant Jésus-Christ, tous les philosophes arabes ont repris. Inventer une lecture du réel qui s'appelle l'illémorphisme. Alors évidemment, quand les élèves voyaient arriver sur leur papier d'examen illémorphisme, ils faisaient la grimace, du moins les élèves que j'avais à Saint-Maurice, parce que ce n'était pas le sujet le plus ravigotant, c'est-à-dire que c'était quand même un peu technique, illémorphisme. Mais comme ils étaient de bons élèves, c'était des filles, donc à Saint-Maurice, je leur avais d'abord appris à comprendre le mot. Ulé, c'est le bois, le matériau, dont on fait différentes choses. On dirait aujourd'hui la matière première, dont on peut alors faire n'importe quoi à partir d'une matière. Et puis morphé, c'est la forme. Alors, matière et forme. La matière non définie. Alors, il expliquait que d'abord, tout ce que l'homme fabrique, il le fabrique à partir d'une matière indéterminée. On fait venir du fer en Suisse, du minerai de fer, avec lequel alors on pourra faire des appareils, des outils, n'importe quoi. Mais la matière, elle est indéterminée, c'est-à-dire elle n'est pas encore ceci ou cela, mais elle recevra la forme qui en fera un objet. L'embêtant dans cette histoire, c'est que la matière, là, elle est déjà quelque chose, c'est déjà une substance, et elle recevra alors une forme accidentelle. On appelle accidentelle, mettons artificielle si vous voulez. Une voiture, c'est jamais que du fer, du cuivre, en forme de voiture. C'est bien parce que c'est long à faire et puis c'est efficace. Mais ce n'est pas un être, c'est des milliards d'êtres, c'est-à-dire les milliards de molécules de fer. Si elle était qu'en fer, on simplifie, hein. Admettons qu'elle soit qu'en fer, puis qu'elle marche. Ce n'est pas un être. Par contre, un chat, longtemps, on a cru qu'un chat, c'était la même chose que la voiture, mais en plus compliqué. C'est-à-dire c'était une république de petites substances, les éléments premiers, agencés, alors d'une manière follement compliquée, et puis que ça marchait, c'est-à-dire comme la machine électronique, elle marche. On était d'autant plus confortés dans cette idée qu'on pensait qu'il y avait deux sortes de chats, les chats morts et les chats vivants. Alors, le chat mort, c'est un chat qui n'a plus l'électricité, qui n'a plus la vie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais peur du mot la vie. Alors, de même qu'un appareil de télévision, quand il n'a plus la vie, l'électricité, ben, il meurt, ou bien quand il ne fonctionne plus. Alors, on dit il est mort. On le dit du reste un moteur, il est mort. Alors, il y avait deux sortes de chats. Les chats vivants, c'est-à-dire eux, ils fonctionnaient avec cette mystérieuse réalité qu'est la vie, comme l'électricité. Et puis il y avait les chats morts. Ça n'existe pas, les chats morts. C'est long à comprendre, mais non, ça n'existe pas, les chats morts. Les chats morts, c'est des substances matérielles en forme de chat, qu'il était avant. C'est les substances dont il est fait qui sont concrétisées. C'est-à-dire elles ont repris chacune alors leurs caractéristiques ponctuelles dont on a parlé tout à l'heure. Mais dans le chat, elles sont absolument diffuses.
C'est ce que je vous expliquerai la prochaine fois. Je vous montrerai qu'on aura une conception du vivant tout à fait nouvelle et d'autant plus vraie, on la sentira beaucoup plus vraie. Plutôt que de croire que devant un chat, je regardais l'autre jour un oiseau qui se posait sur une branche avec un art consommé. Je me disais, quand on sait la difficulté qu'il y a pour un hélicoptère que nous avons fabriqué à naviguer dans les 3 dimensions de l'espace, c'est-à-dire à gauche, droite et puis en haut, en bas, et se poser, il faut des années. Et puis cet oiseau qui serait soi-disant de l'électronique, parce que finalement, dans l'ancien système mécaniciste, c'est de l'électronique, c'est-à-dire c'est ces substances qui interagissent les unes sur les autres, parce qu'elles sont peut-être électriques ou je ne sais pas quoi, comme dans l'ordinateur. On parle du reste d'intelligence artificielle. On pensera peut-être qu'un jour, elle sera très proche de celle du chat. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Ce sera par abus de langage qu'on le dira. Parce que le chat, ça n'est pas... Ce serait fabuleux, évidemment. Ce serait extraordinaire de voir qu'un oiseau qui se pose sur une branche, c'est vraiment un appareil électronique d'une folle perfection, puisqu'il arrive à détecter la distance, à l'évaluer, à se poser, enfin tout ce que ça représente comme effort, et même de la part d'un moucheron miniaturisé. Ça n'a rien à voir. Le vivant, les éléments du vivant n'y sont plus en acte. Il n'y a qu'un acte, c'est le vivant. Alors je vais conclure aujourd'hui en reprenant ce que j'ai dit la dernière fois, mais je ne ferai que poser le problème, puisque maintenant nous avons tous les éléments pour le comprendre. Rappelez-vous, on avait laissé en suspens un problème assez énorme. On parlait de la genèse du vivant, de l'homme. On était arrivé à la morula, c'est-à-dire cette petite cellule primitive qui se subdivise en autant de cellules homogènes, toutes au bout de 36 heures, ou même un peu plus. Elles sont toutes homogènes, capital génétique identique, à partir de la première division cellulaire. Et rappelez-vous, je vous avais montré ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a 2 itinéraires. Ou bien elles continuent à proliférer, il n'y a pas de raison qu'elles arrêtent, elles savent le faire. Et puis ça donne un échec dont la femme ne se rend probablement pas compte parce que c'est microscopique, mais qu'un médecin italien, je vous l'avais dit, avait un bouillon de culture, évidemment en laboratoire, fait se développer, puis il avait obtenu 3 kilos de cellules humaines, germinatives, mais ce n'était pas un enfant, c'était de la gélatine, si vous voulez, c'était toutes ces cellules. Mais il y a un autre itinéraire. Celui-là, je suis persuadé, les scientifiques pourraient le confirmer, qu'il est plus fréquent qu'on l'imagine. Mais personne ne sait rien, c'est trop petit. Et pourquoi ça ne serait pas, c'est plus logique, que ces cellules qui ont su se diviser, étant donné qu'elles sont toutes semblables, pourquoi est-ce qu'elles ne continueraient pas? Mais à partir de la 36e, il faudrait que vous vérifiez, apparaît la différenciation cellulaire, c'est-à-dire tout à coup, certaines cellules commencent à faire autre chose les unes que les autres. Certaines deviennent nerveuses, sanguines, plus tard sanguines, mais cartilagineuses. Elles préparent ce qui sera plus tard la tête, elles préparent la colonne vertébrale. Et il faut qu'elles se différencient. Regardez, 9 mois après, si ce n'est pas différencié, il y a des caméras de télévision automatiques qui fonctionnent, des appareils acoustiques, une machine électronique dans la crâne, c'est fabuleux. Uniquement parce qu'elles se sont différenciées. Mais regardez bien, ce serait très intéressant, et je l'ai fait souvent, je vous l'avais dit, de demander à un biologiste, alors ça c'est son métier, quel est l'ordinateur? Comment vous expliquer qu'elles savent ce qu'elles doivent faire? Parce qu'elles pourraient toutes devenir sanguines ou toutes cartilagineuses, ça nous ferait une bonne mine, hein? Mais comment est-ce qu'elles savent que du moment que celle-là, elle est cartilagineuse, l'autre doit être sanguine et celle-là? Quel est l'ordinateur, en un mot? Là aussi, on remonte le temps terriblement, hein? Mais je n'ai pas besoin de faire appel à l'esprit, ou plutôt oui. Parce qu'Aristote avait répondu à ça. Il avait dit, toute réalité, toute substance, non pas les substances artificielles dont j'ai parlé tout à l'heure, quelles qu'elles soient, ça peut être la matière brute, il ne savait pas encore que c'était des atomes, enfin prenons l'atome, la cellule, il ne savait pas qu'il y avait des cellules, mais prenons la cellule, l'animal, l'homme, il est fait non pas de petits grains autonomes, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire
le poisson qui devient concret. Mais non, ils restent tous dans ce statut quantique et il n'y a qu'une concrétion, si vous voulez, c'est l'ensemble. L'ensemble, lui, qu'on appelle la forme substantielle, c'est elle qui donne à tous ces éléments d'interagir les uns sur les autres. C'est un être et non pas une myriade d'êtres qui, électroniquement, ou on se demande pourquoi finalement, fabriquent une machine qui est un vivant. C'est un être. Je prendrai la prochaine fois une autre comparaison pour vous l'expliquer. Et alors on aura une toute autre vision du vivant. Une vision qui explique beaucoup plus de choses, qui comprend tout le problème des psychosomatismes, tout le problème du cancer, tout le problème même de la mort. On comprendra exactement ce que c'est qu'un vivant si on exorcise de son esprit cette idée un peu régressive maintenant, qui consiste à croire que le vivant, il est le résultat d'une combinatoire extrêmement compliquée, peu importe qu'elle soit compliquée ou pas, de petits éléments fondamentaux que seraient les briques de l'univers. Je vais vite encore ajouter une chose, et je vous assure qu'après j'arrête, une autre idée qui me revient aussi d'Aristote, mais on reprendra Aristote. Je suis frappé de ça. Vous voyez ici, je vais quand même vous lire un texte qui est assez surprenant. Nous pouvons considérer que la matière est constituée, la matière, cette craie, est constituée de régions de l'espace dans lesquelles le champ est extrêmement intense. Le champ, c'est simplement ça, quand il y a le poisson soluble. Un champ, c'est un électron, un proton, un neutron, quand il est encore dissous, quand il n'est pas ponctuel. C'est ce qu'on appelle un champ. L'électron, quand on dessine un atome, on dessine ça, puis on met une petite lune, puis on tourne autour. Ce n'est pas vrai du tout. C'est un champ. L'électron, il est une probabilité d'existence avec des endroits un peu plus probables et d'autres. Et stable, c'est-à-dire, il est dissous. C'est pas une petite lune. Alors, la matière est constituée de régions de l'espace dans lesquelles le champ est extrêmement intense, donc il est concret. Il n'y a pas place dans ce nouveau type de physique pour le champ plus la matière, puisque le champ est l'unique réalité. C'est une phrase d'Einstein. Donc, qu'est-ce que la matière? Ce qu'on avait dit au début, de l'espace plissé, de l'espace concentré. Alors, évidemment, ça fait des courbures d'espace si vous concentrez à l'échelle de la planète. Je continue. Les particules sont simplement des concentrations d'énergie. Les particules, elles sont des concentrations d'énergie. Puis elles peuvent se dissoudre de nouveau, passer d'un état à l'autre, qui vont et viennent, perdant ainsi leur caractère individuel et se dissolvant dans le champ. L'idée de constituants fondamentaux, ça, cette idée fausse, l'idée de constituants fondamentaux n'est plus soutenable. Les particules sont des processus plutôt que des objets. Nous avons inversé la notion traditionnelle selon laquelle les parties élémentaires du monde en constituent la réalité fondamentale et les divers systèmes en seraient seulement des figures et des combinaisons particulières et contingentes de ces parties. Traduction, c'est fini, on ne pense plus qu'il y a des grains et puis que les animaux, vous, les plantes et les cailloux seraient des combinaisons de ces petits grains en forme plus ou moins élaborée et même vivante. C'est fini. Le vide n'a rien à voir avec le néant. Au contraire, le vide qu'il y a entre nous et la Lune, où il n'y a rien, hein, il contient un nombre illimité de particules qui naissent et disparaissent sans fin. Retenez bien cette idée. C'est la dernière du reste. Il contient un nombre illimité de particules qui naissent et disparaissent sans fin. Rappelez-vous, des particules qui naissent et disparaissent sans fin. Beaucoup de physiciens considèrent la découverte de la qualité dynamique du vide comme l'une des plus importantes de la physique moderne, cette découverte. C'est le vide qui engendre les particules et qui engendre vous et moi. Les objets que nous connaissons, les êtres vivants, ne sont pas des assemblages de micro-objets, mais des combinaisons d'entités élémentaires qui, elles, ne sont pas des objets. Il n'y a qu'un objet, ici, c'est un vivant, un être, une substance. Les autres sont plus substances. Elles redeviendront à ma mort. À ma mort, je redeviens en un instant milliards de substances. Les cellules qui vivront un petit moment, mais elles ne sont pas faites pour vivre dans cette organisation-là. Et après, elles mourront, et puis je serai des milliards d'atomes. Mais pour le moment, je suis un atome, si vous voulez, un superatome. Ma dernière idée, elle est juste finie par ça, parce que j'aimerais quand même conclure là-dessus.
on reprendra avec Aristote. Vous savez, cette idée un peu bébête qui a été introduite par Descartes, qui est le fourvoyeur de toutes les idées fausses de la philosophie moderne, et ce n'est pas la seule, qu'il a besoin d'une chic-note au départ. Lui, il dit, donnez-moi une chic-note, et puis le reste, je peux tout l'expliquer. Au départ, au début du monde. On est un peu comme ça, on dit, oui, qu'est-ce qu'il y avait au départ? Alors, une fois que vous avez donné le point de départ, vous pouvez, par l'évolution, par des lois, par des interactions, expliquer l'apparition des mondes sur des milliards d'années. Alors, c'est l'idée mécaniciste qu'on a maintenant. Au départ, on a cette espèce d'immense jeu de Lego, et puis, ma foi, c'est le brassage, des influences, des trucs. On peut même mettre des anges à l'œuvre avec tout ce qu'on voudra si on est plus ou moins spiritualiste. On aurait la création des lignées comme ça, les humains qui s'engendrent, les poules qui s'engendrent et tout ça. C'est l'idée mécaniciste. Saint Thomas, à la suite d'Aristote, proposait une vision de l'univers tout à fait différente, qui rejoint ce que je viens de vous dire. La création, elle est continue. Elle est là, la création. Il n'y a pas le Big Bang. Saint Thomas dit rigoureusement que le monde est un commencement ou non, il reste créé. Il est sorti du néant, du commencement à la fin, qui est un commencement ou pas. C'est encore mieux s'il n'y a pas de commencement. C'est plus difficile à faire. Mais ça n'y change rien, alors que nos contemporains sont convaincus que s'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas besoin de Dieu, ils mettent Dieu au commencement, le Dieu potier, comme un idiot. En fait, c'est toute la série des causes subordonnées qui est sortie du néant. Elle reste subordonnée. Mais c'est ça qu'ils nous disent. La matière, elle se crée perpétuellement à partir de l'espace. Et l'espace, c'est tout simplement un esprit. C'est l'esprit. Je ne dirais pas de Dieu. Mais ça ne peut pas être autre chose puisque ça obéit aux lois de l'esprit. L'espace, c'est l'esprit, c'est ce qu'ils disent, du reste comment l'esprit vient aux atomes, qui engendre perpétuellement la réalité que nous voyons, laquelle obéit à des causes secondaires qui s'engendrent les unes les autres. Mais toute la série est sortie. On disait du reste en philosophie, je me rappelle, je le disais à mes élèves, les gens croient que si une rivière n'a pas de commencement, c'est-à-dire si elle est infinie, elle n'a pas besoin de source. Je réponds, elle a besoin d'autant plus d'une source si elle est de longueur infinie. Donc, ce n'est pas ici qu'il faut chercher le vrai commencement du monde. Il est perpétuellement en train de sortir du néant dans le vide de l'espace, dans l'espace. Et l'espace, c'est une pensée. Et la matière n'en est que l'expression. Et nous en sommes le résultat. Avec ça, on peut aller jusqu'à notre bonhomme collectif, si on retient cette idée. Alors, je vais vous donner la feuille, je vais vite vous la distribuer, parce que j'aimerais vous ajouter juste une phrase. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, les 2 phrases que je vous ai lues, et puis vous la notez, parce que c'est vite fait, ça fait 4 lignes. Comme ça, je gagne du temps. Et puis, il faudrait que chacun en ait une. Vous devez en avoir le nombre. Sinon, on vous en donnera après. Mais j'aimerais vite que vous ajoutiez en bas. Si vous pouviez ajouter en dessous de David Bohm, tu l'écriras après, les objets que nous connaissons, mettez-les en bas de la page, puis vous mettrez derrière la suite, pour que vous voyez qu'il y a quelque chose derrière la feuille. Les objets que nous connaissons, virgule. Les objets que nous connaissons, virgule. Les êtres vivants, virgule. Les êtres vivants, virgule, ne sont pas des assemblages. Alors, vous pouvez mettre derrière la feuille, vous faites comme vous voulez, hein. Ne sont pas des assemblages de micro-objets, c'est-à-dire des particules élémentaires, ou bien des atomes. Ne sont pas des assemblages de micro-objets, système mécaniciste, système Lego, virgule, mais des combinaisons d'entités élémentaires, qui, virgule, elles, virgule, des combinaisons d'entités élémentaires qui, virgule, elles, virgule, ne sont pas des objets.
réalités élémentaires qui, elles, ne sont pas des objets. C'est signé du Farabaud que vous avez, de la première phrase que vous avez. C'est tout pour aujourd'hui. Mais, une minute encore. Je vous ai dit ce matin que je vous donnerais des nouvelles du front. Je vous jure que je ne dépasserai pas 10 minutes. Mais j'aimerais aussi vous donner un texte, parce que la dernière fois, je vous ai parlé de ce que j'appelle l'immunologie sociale, qu'on appelle généralement la xénophobie. Je l'ai résumé. C'est exactement ce que je vous ai dit la dernière fois, mais il est peut-être bon que vous ayez un texte. Alors, vous le relirez, mais je ne vais pas le relire maintenant. C'était ce que je vous ai dit la dernière fois. Mais je voudrais quand même vous faire remarquer une chose, ne serait-ce que pour ce qui se passe maintenant. C'est ahurissant, ce qui se passe maintenant. C'est l'illustration la plus évidente de ce que nous dirons. Évidemment, on aurait pu le faire maintenant, ce H majuscule, cette collectivité. Mais vous êtes frappés, j'espère, entre la dichotomie, c'est-à-dire la séparation, l'incommunicabilité qu'il y a entre la psychologie collective, chaque fois qu'on s'adresse aux collectivités, en Suisse, en France, en Angleterre, n'importe où, et les intellectuels, les gens qui ont des idées, les meneurs. C'est un parfait histoire de sourds. C'est deux langages différents, mais ils ne s'en rendent pas compte. Il faudrait dire au Conseil fédéral, puisque eux, ce sont les exécutifs, donc c'est le gouvernement exécutif, c'est ça, il faudrait leur dire, écoutez, si vous voulez parler au peuple, c'est-à-dire à nous, ne lui parlez pas, mais je dis au singulier, donc ce collectif que nous formons à notre insu. Rappelez-vous ce que j'ai dit ce matin. Senatores boni veri. Les sénateurs sont de bonnes gens. Senatus bestia. Alors, je dis, ne parlez pas à cette collectivité de confiance en l'avenir, de générosité, d'ouverture. C'est incompréhensible. H ne l'a pas, cette dimension. Vous perdez votre temps, vous le braquez au contraire. Si par contre, vous venez chez moi, à ma table, et vous me parlez de générosité, de ça, j'espère que je vous écouterai, j'espère que je vous mettrai en pratique, parce qu'à ce moment-là, vous me parlez en individu. C'est deux clivages totalement différents. On a deux modes de communication, et à son insu du reste. Vous avez des gens d'une générosité, d'une ouverture, d'un courage, d'une confiance dans l'avenir, qui diront non à l'Europe. Parce qu'ils le disent en psychologie collective. Alors je voudrais montrer un fait pour illustrer ça, parce qu'il faut l'illustrer. Je suis frappé d'une chose, c'est que tous les intellectuels, tout ce qui est l'intelligentsia, tout ce qui pense dans les églises, hors des églises, dans les gouvernements, partout, les professeurs et tout, sont contre la peine de mort. Et ils ont raison, parce qu'ils ont des idées, et les idées sont justes. Et quand vous faites un sondage, le peuple est pour la peine de mort. Il n'y a rien à faire, on n'est jamais arrivé à aller en dessous de 50%. En France, ils en sont à 63% pour la peine de mort. Alors, deux solutions. Ou bien le peuple est un rustre, un crétin, un sous-développé, un cruel, un barbare qui veut le sang à tout prix, et puis les intellectuels sont des gens qui ont enfin accédé à une humanité supérieure, qui voient les choses, on peut, c'est ce qu'on fait du reste, on dit, c'est pas ce qu'on n'a pas expliqué, c'est pas ce qu'on n'a pas dit, et puis c'est toujours comme ça, le peuple, on le méprise. Et si on disait vox populi, vox dei, je vais vous expliquer ce que dit le peuple quand il est pour la peine de mort. Remarquez que moi je suis contre la peine de mort, mais je veux écouter ce qui est dit par le peuple, parce que je ne l'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu un politicien donner la vraie raison pour laquelle le peuple hache, dans son bon sens, malgré tout, parce qu'il a quand même des idées de temps en temps. J'aimerais qu'on comprenne une bonne fois qu'est-ce qu'il dit quand il est pour la peine de mort. Ce n'est pas du tout qu'il a. Parce que les deux raisons qu'on donne, elles sont simples. On dit ou bien esprit de vengeance, il ne faut pas se venger, la vendetta, ou bien c'est pour protéger la société. Alors les intellectuels disent, on a fait des statistiques, quand on a supprimé la peine de mort, ça n'a pas supprimé du tout les crimes, la preuve, il y en a tant pour cent, et puis la vengeance, c'est ignoble, on n'est plus des barbares, C'est pas du tout pour ça. Il faut écouter ce qu'ils disent. Ah oui, il faut écouter. Mais H ne sait pas le dire. Ce serait aux philosophes, et non pas aux politiciens. C'est pour ça qu'ils sont étrangement muets, parce que ce serait à eux à faire le passage. C'est ce que pensait Platon. Il pensait que lui était nécessaire dans la cité pour dire à l'exécutif, dis donc, le peuple il dit ça, puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi je vais vous expliquer quand même, je vais essayer quand même de faire remplacer Platon, dont je déplore l'absence ici. Qu'est-ce qu'il dit le peuple? Il dit une chose très simple, c'est que
si quelqu'un a tué un enfant, pour prendre un cas extrême, ça peut être un adulte, sans raison, c'est-à-dire pour assouvir ses propres, sa libido, admettons, c'est pas une raison valable, hein. Quand je dis sans raison, c'est-à-dire qu'il est inexcusable, le type n'est pas fou, parce qu'il y a quand même des types qui sont des sacrés sadiques, hein. Le sadique de Romont, par exemple. Bon, il a tué. Alors, deux choses l'une. Ou bien, il est nourri, logé, blanchi aux frais de l'État, et on est pas mal en prison, les prisons modernes sont bonnes. Donc, il a encore le droit de vivre, puisqu'on entretient sa vie. Ou bien, on dit, il n'a plus le droit de vivre. Lui, il perd son droit, puisqu'il l'a enlevé à quelqu'un d'autre. C'est élémentaire, ce n'est pas la loi du talion. Si quelqu'un me refuse 5 francs, admettons, je suis dans la misère, je lui dis, écoute, tu peux me prêter 5 francs, il me dit, non, écoute, ça m'embête. Après, ça s'inverse, c'est lui qui tombe dans la misère, puis il vient me demander 5 francs. Je peux le lui donner, mais je peux lui dire, dis donc, tu n'y as pas droit, parce que toi, tu me l'aurais refusé. Hein? Alors, je te le donne, parce que je suis bon. Mais n'oublie pas que tu n'y as pas droit. Alors, il faudrait d'abord dire, et c'est ce qu'on oublie, parce que Monsieur Tout-le-Monde, qui est la voix de H, ne sait pas s'exprimer. Mais ce qu'il veut dire, c'est ceci. Si vous ne le condamnez pas à mort, ce qui veut pas dire qu'il faut exécuter, on verra après, c'est ce qu'on fait du reste en Belgique. On condamne à mort, mais on n'exécute pas. C'est ça qu'il faut faire. Mais il faut condamner à mort. Parce que si vous ne condamnez pas à mort, vous vous dites ceci. Cet homme a encore le droit de vivre, donc ce qu'il a fait peut encore d'une certaine manière se comprendre. Je dis, alors là, ça je refuse. Je refuse de vivre dans une société, c'est un bien commun, la vie commune, la collectivité. Elle est basée sur un bien commun. Je devrais dire bonum commune, parce que bien commun a pris un sens un peu trop matériel de nos jours. En philosophie, on appelait ça le bonum commune. C'est une valeur, le bien commun. Le fédéralisme en Suisse, un pour tous pour un, ou je ne sais pas quoi, un intérêt culturel, une langue, une religion. C'est bien d'avoir ça en commun. Alors, dans une société, si moi j'apprenais que la société lausannoise, romande et suisse me disent, vous savez, si un homme tue un enfant, on peut le comprendre, je dis, alors je refuse de vivre avec vous. Je m'exile. Je ne veux pas vivre avec des concitoyens qui trouvent que c'est légitime de faire une chose pareille. Vous devez dire non. Et la seule manière de dire que c'est illégitime, c'est de dire alors lui, il n'a plus le droit à la vie. Alors c'est trop malin, vous comprenez. Il enlève la vie à quelqu'un, puis lui, il a encore le droit à la vie. Non. Mais qu'on n'exécute pas. Ah, d'accord, pour 1001 raisons là, vous pouvez amener alors vos raisons, d'accord. Mais qu'on commence par dire que, et c'est ce que le peuple veut dire, moi, je ne supporte pas que quelqu'un qui a de propos délibérés, parce que ça existe quand même, pendant la dernière guerre, on a cité le cas d'un SS qui surveillait un camp de gosses, un camp de concentration de gosses, de petits juifs, qui étaient squelettiques et tout, dans l'eau froide, il devait préparer une tranchée quand arrivaient les Russes. Et avec les mains, il devait creuser, porter des cailloux. Puis le SS avait froid, alors un jour, il a pris un énorme caillou pour se réchauffer, et puis il l'a lancé sur les gosses pour se faire l'exercice. Puis évidemment, il les tuait, les uns après les autres. On arrive, on le juge, perpétuité, nourri, logé, blanchi. Ah là, je dis non, là, je ne suis pas d'accord. Il faut d'abord me dire que lui, qui enlève un bien qui est la vie aux autres, il n'a plus droit à la sienne. Hein. Quand même, il ne faut pas se foutre du monde. Sinon, moi, je ne vis plus avec vous. Hein. Donc, c'est à moi qu'on fait du tort en ne condamnant pas à mort. C'est ce que veut dire le peuple, il ne sait pas l'exprimer. C'est à moi, parce qu'alors vous me refusez mon bien commun, j'ai plus confiance en vous. Ça n'est pas du tout par esprit de vengeance, c'est pas du tout pour éviter les crimes futurs. On sait très bien que ça ne sert à rien. Il y a des gens qui provoquent la mort comme ça. Il y a même des types, des assassins qui se mettent tatouer un pointillé puis ils disent à découper selon le pointillé. Bon, c'est la preuve qu'ils n'ont pas peur de la mort. C'est pas la peine de mort qui va supprimer les crimes. C'est pour nous qu'il faut qu'on donne la mort. C'est pour le bien commun. Je veux que l'on me dise que de tuer un innocent, c'est refuser à quelqu'un, c'est quelqu'un qui se refuse à lui le droit de vivre. Si on lui maintient le droit de vivre, c'est qu'on l'excuse. Et qu'après coup, eh bien, on dise, mais nous ne passerons pas là, c'est ce qu'on fait du reste en Belgique, condamner à mort, commuer en perpétuité, ou alors que le président de la Confédération de Paris le fasse un peu systématiquement. Je suis d'accord, parce que là, il y a peut-être des dimensions qui nous échappent. J'aimerais vite encore ajouter quelque chose pour les chrétiens, si jamais le débat venait sur la peine de mort, parce que c'est un serment de main, il revient de temps en temps. On en fait surtout grief aux chrétiens d'être partisans de la peine de mort. Les chrétiens sont d'abord des citoyens, hein. C'est d'abord à eux qu'on fait du tort en laissant
en vie en laissant un droit à vivre à quelqu'un qui l'a enlevé à quelqu'un d'autre. On dit toujours que dans la Bible, c'est marqué « tu ne tueras pas ». On oublie une chose, c'est dans le Nouveau Testament qui est l'Ancien Testament accompli, c'est-à-dire qui est je ne dis pas que l'Ancien Testament est à prendre à la légère, mais le Nouveau Testament, il est quand même la loi des prophètes dans son plérôme, sa complétude. Il y a une mise à mort dans les Actes des Apôtres. Saint Pierre, avec l'aide du Saint-Esprit, parce qu'il n'avait pas de guillotine ni de poison, il a mis à mort Ananie et Saphir, les deux qui avaient menti sur le prix d'un champ, et pas parce qu'ils avaient tué, parce qu'ils avaient simplement menti à la collectivité. Ou bien on prend ça à la légère, on n'est pas obligé d'y croire, remarquez, pas obligé. Mais je dis simplement aux chrétiens, réfléchissez avant de parler. C'est évident qu'il ne faut pas tuer. Et je suis partisan de ne pas tuer. Si quelqu'un m'emprunte 5 francs, encore une fois, à qui je demande 5 francs, me le refuse, je le lui donnerai quand il en aura besoin. Mais c'est plus la justice alors. Je dis, en droit, tu n'y as plus droit, mais je te donne quand même. Alors, il faut dire, quelqu'un qui a tué, et c'est ce que veut dire le peuple, il n'a plus droit à la vie. Mais qu'on le dise, hein, et pas qu'on dise perpétuité, parce que ça veut dire qu'il a encore le droit de vivre. On dit condamnation à mort. Et puis qu'on commue au bout d'un certain temps. Et ça, je serais assez d'accord, parce que c'est quand même quelque chose de faire passer de vie à trépas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui.